Salut tout le monde, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation d'MRM Plomberie, une compagnie qui dessert un peu partout au Québec. Je vous invite à aller visiter leur page Facebook du travail de pro fait par des pros. Donc aujourd'hui, je reçois le très très sympathique Mark Griffin. Comment ça va? Ça va super bien, merci de l'invitation. Merci beaucoup d'être là. Le concept, c'est de refaire un peu ton parcours sportif. Donc, j'aimerais ça qu'on reparte à l'enfance. Donc, qu'est-ce qui t'a donné le goût de jouer au baseball? Où t'as commencé? À quel âge et tout ça? Écoute, moi, je suis chanceux parce que je viens d'une famille de 4 garçons. Je suis le plus jeune. Donc, inévitablement, aussitôt on peut se rappeler, mes frères plus vieux faisaient déjà du sport. Alors, c'était une époque au Québec où on jouait au hockey l'hiver et au baseball l'été. Donc, j'ai pas fait exception. Je me suis lancé dans les deux sports et je sais pas où ça clique, mais certes, j'ai commencé très tôt donc à pratiquer ces deux sports-là. J'étais pas le meilleur, j'étais un sportif, ça c'est clair, là, j'étais un jeune sportif, je faisais tout, on jouait au ballon prisonnier dans la rue en face, on pouvait jouer au basketball dans la rue, ça pouvait être du baseball, on inventait des jeux, peu importe. Toujours été un très, très grand sportif, d'une famille de sportifs. Mon père avait des billets de saison au Nordique qui étaient à l'époque dans l'AMH. Donc, tout était axé sur le sport chez nous. On écoutait le baseball à la radio, dans la voiture. Il n'y a pas un endroit où j'allais qu'il n'y avait pas du sport autour de moi. Donc, inévitablement, j'ai été trempé là, très, très jeune là, dans cette espèce de boîte sportive-là qui fait que j'ai tombé en amour avec tout ça. Là. Puis, le baseball, pour toi, tu commences à quel niveau, à quel âge? Tu commences à 6-7 ans? Exact. Moi, j'ai commencé autour de 6 ans. C'était dans du baseball d'initiation, mais comme je le mentionnais, moi, j'avais des grands frères. Donc, je me lançais avec mes grands frères. Alors, lorsque je suis arrivé dans le baseball, j'avais une petite longueur d'avance sur tout le monde parce que je me lançais avec des grands frères. Par contre, je n'étais pas le meilleur. Tu sais, je pense que je me débrouillais, mais bon, sans être le meilleur. Même chose au hockey, où je faisais pas la catégorie la plus élevée. Tu sais, je me débrouillais bien, mais je suis un peu un late bloomer, moi, dans le sens que tu verras là, tantôt, mais je veux dire, ça a explosé beaucoup plus tard, mon histoire de sport, en fait, d'aller dans du sport d'élite. Puis, alors c'est ça, fait qu'à l'âge de 6-7 ans, j'ai suivi là, un peu toute cette espèce de routine-là. Mais je te cache pas, par contre, que rapidement, en écoutant du baseball à la radio, l'arrivée de Gary Carter avec les Expos, tout ça, je me rappelle très bien de cette époque-là où, soudainement, je me suis mis à écouter pratiquement tous les soirs, en tout cas, peut-être pas les 9 manches, mais j'écoutais le baseball à la radio régulièrement. Et c'était la même chose au hockey. Donc, c'était les Nordiques. J'ai grandi dans la région de Québec. C'était les Nordiques, c'était les Expos, et puis c'était 12 mois par année. Parfait. Donc, la prochaine étape, là, quand le baseball a arrêté d'être un divertissement de 3 mois par année, mettons, là, à OK, on voit que ça peut aller plus loin éventuellement. Là. Tu sais, que tu commences c'est au niveau Bantam, au niveau Midget, c'est où pour toi le déclic? Écoute, c'est une bonne question parce que, inévitablement, je semblais faire plus du 2 lettres au hockey qu'au baseball. Okay. Je ne réussissais pas à faire le 2 lettres au baseball, même je trouvais que je me débrouillais pas pire. Je trouvais que, écoute, à l'âge moustique, là, ça, on parle du 11U, là. Autour de 11U, je m'en vais à un camp d'entraînement du moustique 2A à Sainte-Foy. Je suis coupé. Puis honnêtement, même déjà à cet âge-là, on auto-analyse tout ce qui se passe là, à l'entraînement. OK, il prend 11, 12 joueurs, il en reste 15. C'est sûr, je suis dans les 11 parce que, tu regardes les autres. Puis là, finalement, j'ai pas fait partie de cette équipe-là. Donc, c'était une première fois que tu te fais retrancher d'une équipe. J'ai pas trouvé ça le fun, mais j'aimais tellement le baseball que, je suis parti dans le Moustique Up, j'ai fait mon petit bout de chemin dans ça. Puis au hockey, ça allait bien. À un moment donné, j'ai fait c'était le Pee-Wee 2C ou 2B, je me souviens plus, c'était 2 lettres. Je me suis retrouvé au tournoi Pee-Wee de Québec. Le hockey, là, prenait de la place. Je jouais souvent contre Joey Junot, là, qui était à Pont-Rouge. Fait que moi puis Joey, on s'est suivis beaucoup dans le hockey mineur.
Fait que c'était très tardivement, où à un moment donné, pour la première fois, à ma deuxième année Bantam, donc là, on tourne autour de 15 ans, là, j'ai effectivement fait l'équipe régionale de la région de Québec. C'est la première fois que je faisais une équipe d'élite, enfin. Donc, souvent, le message que je passe à des jeunes, puis même moi, je coach maintenant, puis je dis aux jeunes, « Hey, si t'as pas fait les 2 lettres, c'est pas grave. Ouais. Attendez, soyez patients, ça va arriver. » Surtout que le baseball est, je dirais, à développement tardif. Ouais. C'est beaucoup plus tard qu'on sent qu'on est capable d'avoir des habiletés nécessaires dans ce sport-là. Tout ça pour dire que... Fait que là, je connais un certain succès, c'est sûr que ça me motive à poursuivre, mais j'ai aussi le même amour pour le hockey où je continue d'avoir beaucoup de succès. En fait, j'ai un peu la même histoire, c'est que j'avais fait le Pee-Wee 2 lettres, puis l'année suivante, je tombais Bantam au hockey. Et non seulement je fais pas le Bantam 2 lettres, mais je suis cédé au Bantam B. Fait que là, je fais du Bantam B au hockey. Alors là, j'ai mon amour pour le hockey, mais là, je la trouve bien tough. Ouais. Je fais la saison et je sais pas comment ça s'est passé, mais je suis quand même invité l'année suivante. Il n'y avait pas de 2A cette année-là, c'était du 2B. Je suis quand même invité au camp du 2B. Je sais pas qui, c'est sûrement pas moi qui ai fait un appel là-dessus, mais... et là, finalement, j'arrive au camp du 2B, puis ça va bien, puis je fais l'équipe. Puis l'entraîneur, Alain Tousignan, pour ne pas le nommer, me dit écoute, franchement, on ne te connaissait pas, tu arrives du B, puis tu as fait bravo, tout un step. Alors là, je suis retourné dans les bonnes grâces du hockey. Fait que là, le hockey venait me chercher un petit peu plus. Ouais. Fait que j'ai jonglé beaucoup avec le hockey, baseball. Jusqu'au moment où, là, je suis rendu midget 2A au hockey. Et soudainement, à l'âge de 15 ans, 16 ans, on commence à me remarquer un petit peu plus au baseball aussi. Alors là, soudainement, je fais l'équipe du Québec pour aller dans les championnats provinciaux. Mais là, les championnats provinciaux, évidemment, vous comparez que c'est dès la fin de l'été. Donc... les camps d'entraînement de hockey sont déjà commencés. Ouais. Fait que là, tu t'en vas voir les coachs de hockey et disais, mais là, je suis pas là pour tout le week-end parce que je m'en vais dans les championnats provinciaux. Puis... Ça, les coachs de hockey, ils trippent pas. Voilà, ils trippent pas. Fait que là, si tu t'en vas là, tu feras pas l'équipe. Là, je me dis, mais voyons donc, je pars 4-5 jours, là. C'est pas 4-5 mois, là. Fait que déjà, à cette époque-là, on avait les conflits hockey-baseball. Alors là, ça m'a un peu refroidi sur le hockey en disant, mais voyons, c'était pas... J'étais un bon athlète, je m'en vais faire un autre sport, dans une équipe du Québec, dans un championnat, puis tu es en train de me dire que ça vaut pas la peine d'attendre 4-5 jours pour m'évaluer comme il faut. Fait que je trouvais que philosophiquement, ça faisait pas de sens. Puis à ce moment-là, je retournais dans le midget 2A au lieu de faire du midget 3A au hockey. Puis ça allait très bien. Mais... et là, à un moment donné, à l'âge de 17 ans, il faut que tu fasses un choix. Parce que là, les ouvertures s'offrent un peu partout. Donc, à l'âge de 17 ans, Baseball Québec sélectionne 4 joueurs du Québec pour aller représenter, pour aller au camp d'entraînement de l'équipe canadienne junior. Okay. J'ai peut-être sauté un peu, c'est qu'à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé à être invité. Écoute, à 15 ans, je fais la première fois une équipe d'élite au baseball. L'année suivante, je joue midget 2A une première année et je suis invité au camp d'entraînement à l'époque, les Patriotes de Sainte-Foy qui étaient dans la Ligue de baseball junior majeur du Québec. OK. Et je fais l'équipe. Donc, je fais l'équipe junior à 16 ans. Moi, je fais une première équipe d'élite, puis en moins d'1 an et demi, je me retrouve dans le junior majeur. Fait que le saut était quand même assez considérable. Puis là, je me retrouve à être invité donc à ce camp d'équipe Canada. Donc là, on n'est plus dans des championnats régionaux ou provinciaux. Là. On s'en va se comparer à tout le reste du pays. Moi, j'avais perfectionné le rôle de receveur au baseball pour la simple et bonne raison. Il y a 2 raisons principales. Un, j'adorais Gary Carter, donc je portais le numéro 8 d'ailleurs. Et deuxièmement, à l'époque, il y avait souvent un lanceur par équipe. C'est plus comme aujourd'hui où on protège les bras des jeunes. Et le lanceur était mon bon ami, mon grand ami Stéphane Bédard, qui lui lançait. Mais il lançait fort. Fait que j'étais un des seuls qui pouvait vraiment agir comme receveur. Donc, ça faisait bien mon affaire parce que Gary Carter était certainement une influence pour moi. Donc, je me retrouve à être receveur. Alors, on m'envoie au camp d'entraînement de l'équipe canadienne junior comme receveur. Tu me connais un petit peu, Danny, là, je ne suis pas le plus costaud sur la Terre. Imagine-toi, quand j'avais 16-17 ans,
sais, j'avais atteint mes 6 pieds, mais honnêtement, je devais tourner autour de 150, 155 livres. OK. Tu sais, j'étais vraiment pas gros. Puis là, je me retrouve face à des receveurs de l'Ouest, tu sais, qui ont déjà le 6 et 2, 2-10. Là. Fait que déjà, je fais comme, OK. Il y a un clash. Il y a un clash, on est ailleurs. Alors, je commence le camp, et je me dis, bon, j'ai d'autres choses que je fais bien. J'avais un bon bras, je savais que j'avais un bon bras, donc j'essaie de maximiser cette affaire-là. Puis, bon, faire une histoire courte, c'est qu'au bout d'une semaine, il y a une centaine de joueurs au camp. Tu comprendras qu'à la fin de la journée, ou à la fin du camp, il en garde 18. Donc là, je me retrouve, une semaine après, c'est les coupures en général. Donc, on coupe là, 75 joueurs ou à peu près. Là. Et là, pour faire une petite image à ça, imaginez, là, c'était dans on va appeler ça c'était un dorm, là, des dortoirs. Ouais. Tu rentres dans une pièce, sont 4 coachs, c'est sombre, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Puis là, les gars sortent de là, puis ça pleure, puis ça sont déçus. C'est le rêve un peu de tout le monde, là, d'essayer de montrer ce que tu peux faire. Puis là, à un moment donné, ils t'appellent. Fait que là, tu vois les gars sortir, puis il y a des très bons joueurs que tu pensais qu'ils allaient assurément faire l'équipe, qui sortent en pleurant, ils ont été coupés. Ils vont dire, OK, j'ai aucune chance. J'ai aucune chance. Même si ça me rendait triste. Alors, quand je suis rentré dans le bureau, le coach, écoute, il m'a dit, pas d'introduction, rien. Il m'annonce, Marc, tu ne seras pas le receveur de l'équipe canadienne de junior cette année. Remets-toi à tes 17 ans, tu sais, on est un petit peu... on est plus fragile. On est fragile, en même temps, tu sais, on croit savoir tout, connaître tout, là. Ouais. Là, dans ma tête, là, je le démontre pas physiquement, mais là, je suis comme tellement déçu, je suis en maudit, je veux juste leur dire, vous faites une erreur, puis, tu sais, ça n'a pas d'allure, puis, OK, je peux-tu m'en aller, tu sais. Je bouille, autrement dit, en dedans. Puis là, il me dit, mais il dit, je vais te donner une première vraie leçon de vie. Hey, j'ai 17 ans, tu viens de me couper, puis en plus, tu veux me donner une leçon de vie. Là, ça marche pas. Là, donne-moi mon billet d'avion, que je sac mon camp, puis je retourne chez nous. Là, c'est à peu près tout ce que je pensais. Et là, il se retourne. Il y a une espèce de bureau en arrière de lui. Il prend, c'est un vieux gant, là, une espèce de verre. Écoute, ça devait dater des années, je sais pas, début du siècle. Il me lance ça. C'était énorme. Il dit ça, c'est un gant de voltigeur. Il dit, dans la vie, il faut que tu exploites tes forces. Tu es probablement le joueur le plus rapide ici. Tu es un receveur. Ça marche pas. Puis avec le bras que tu as, on aimerait ça que tu ailles dans le champ, tu vas courir comme une gazelle, tu vas pogner toutes les balles, puis avec ton bras, tu vas nous ramener ça. Puis tu as une semaine pour nous montrer ce que tu peux faire. Oh! Fait que là, attends, je ne suis pas coupé, moi, là. Mais là, c'était le changement drastique de position. Alors tu n'avais jamais joué là? J'avais joué là. J'avais jamais joué là. J'avais pratiqué là comme n'importe qui m'a donné. Tu pourrais, mais jouer un match là, non. Alors là, je change de position. Puis je sais pas si tu sais, mes receveurs, c'est le seul joueur qui regarde le jeu d'une autre manière. Là, puis là, moi, j'allais de l'autre côté. J'avouerai que mes débuts n'étaient pas évidents, mais je compensais par ma vitesse. Ouais. Et là, je réalisais effectivement, je savais que j'étais un joueur rapide puisque je courais bien les buts, mais là, je commençais à me plaire, là, à pouvoir courir un peu partout. Mais je n'étais pas en ligne droite, là, c'était pas parfait, là, mes lignes de course n'étaient pas super, mais je compensais. Une semaine plus tard, on confirme que j'étais le voltigeur de centre de l'équipe canadienne junior. Alors, tu comprendras que tout ça s'est passé là, très, très rapidement. Et là, mon amour pour le baseball vient de prendre un méchant step. J'aimais ça, mais là... Fait que là, tu comprends que... Là, j'avais un petit deuil à faire. Je t'explique. Gary Carter a une grande influence sur moi. Ouais. La raison pour laquelle il avait une influence sur moi, c'est que Carter, il avait toujours le sourire. Il avait toujours l'air d'avoir du fun à jouer au baseball. C'est ce que j'avais. J'étais receveur, un peu par la force des choses, comme je t'ai expliqué. Fait que, tu sais, moi, d'agir comme receveur, j'aimais ça parce que j'étais collé à Gary Carter. Puis là, je me retrouve comme voltigeur. Mais tu sais, j'haïssais pas André Dawson, j'adorais Tim Raines. Fait que là, je me dis, OK, mais parfait, je vais être le prochain André Dawson. Un jour, ensemble. Fait que tu sais, j'ai comme pas changé parce que Carter va toujours rester un côté spécial. Fait que là, parfait. Ça me motive au plus haut point. Puis là, je vais pouvoir aller me comparer non seulement au reste du Canada, mais au reste du monde, parce qu'il y a un championnat du monde qui s'en vient. Exactement. Alors,
là, tu comprendras que ça a été, ça a été un effet extraordinaire. Sauf que là, je jouais encore j'avais commencé mon année junior. Fait que, tu sais, ça a été rapide parce que je suis passé d'un joueur pas connu du tout dans le milieu de la Fédération de baseball du Québec. Et dans l'espace d'un an et demi, soudainement, je me retrouve à faire partie de l'excellence de Baseball Québec et en plus de faire l'équipe canadienne. Donc, pas évident nécessairement de jongler avec toute cette attention-là, parce que veut pas, il y avait de l'attention. Puis là, je pensais plus au hockey. Tout était concentré sur le baseball. Alors, après le camp, tu comprendras que on a fait l'équipe. Puis là, je me retrouve à Windsor, en Ontario, à jouer un match hors concours contre l'équipe senior qui avait remporté le championnat canadien senior. Donc, c'est une équipe de joueurs âgés de 21 ans et plus, mais qui était la meilleure équipe au Canada. On joue un match hors concours. Vous autres, vous êtes U17? Nous autres, c'est U18, exact. Alors là, juste avant le match, le gérant nous dit, Jim Ridley, qui a été longtemps après ça un dépisteur des Blue Jays, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui, tu comprendras, a eu une très belle influence sur moi, a répété un peu les mêmes choses. Il dit, les gars, là, on s'en va faire ce qu'on appelle le in and out. C'est quoi le in and out? C'est qu'on s'en va, les voltigeurs vont effectuer, 2 relais au 3, 2 relais au marbre, puis ensuite, les joueurs d'avant-champ vont amasser un petit peu des roulants pour se réchauffer, mais on fait ça un peu devant la foule parce que Jim Ridley, qui était le gérant, avait demandé est-ce qu'on peut faire ça devant une foule? On va vous montrer la qualité des joueurs qu'on a au Canada. Parce que le match allait commencer peut-être dans une vingtaine de minutes. Et déjà, il y avait beaucoup de monde. Là. Il y a peut-être 2500 personnes, mais dans un stade qui contient 2500 personnes. Oui. Donc, ça paraît bon. Et il avait dit, les gars, allez nous montrer vos forces, allez nous montrer vos habiletés. Alors moi, je suis au champ, fait que premier lancé au 3e but, j'avais un bon bras, tu sais, j'ai dit, OK, on va le montrer. Alors là, j'avais lancé la balle au 3e, puis j'avais entendu des murmures dans la foule, fait que tu comprendras, là. On tombe encore à 17 ans, tu sais, tu veux. Fait que là, je lance encore une espèce de prise au 3e, puis là, la foule, les murmures sont de plus en plus intenses, puis là, j'entends mes coéquipiers, ah ouais, let's go. On m'appelait Griff. Alors, tu sais, vas-y, Griff. Là, ça me pompait, tu comprendras. Fait que là, je lance une première bine au marbre, puis au marbre, il y a le gant du receveur qui a un bruit plus sourd lorsqu'un balle rentre. Et là, ça commence à applaudir. Écoute, un échauffement, là, tu comprends là? Et là, le dernier relais, mon 4e et dernier relais qui était vers le marbre, était parfait, là, dans le sens que c'était un relais parfait directement. Écoute, j'ai reçu la première ovation de ma jeune carrière. Pas une ovation là, de 10 minutes, mais les gens se sont levés puis ont applaudi pendant quelques secondes parce qu'ils étaient impressionnés par mon bras. Hey, ça, à 17 ans, là. Là, écoute, moi, c'est terminé, je suis parti. Puis ce que je veux dire par là, c'est que cette phrase-là que Jim Ridley m'a dit au moment où je pensais être coupé, de dire « Dans la vie, exploite tes forces », c'est la phrase clé ou encore aujourd'hui dans tout ce que j'entreprends. Lorsque j'ai quitté le baseball comme joueur actif, je me suis toujours posé la question, OK, quelles sont mes forces? Lorsque je suis commentateur aujourd'hui, c'est quoi mes forces? Où je m'en vais avec ça? Parce que si tu essaies d'améliorer constamment tes faiblesses, c'est bien, là, je dis pas de ne pas travailler sur les faiblesses, mais si tu te concentres uniquement là-dessus, tu deviens moyen partout. Alors que tes forces doivent toujours être au-dessus de tout. Et l'exemple parfait, là, puis tu vas voir où je m'en vais avec ça, c'est que tu te ramasses un camp d'entraînement professionnel où il y a 125 joueurs. Il y en a des joueurs, là. Tu as tous le même uniforme. Comment tu fais pour te faire remarquer? Comment tu fais pour ressortir au-dessus du lot? Parce que là, ils sont tous bons, là. Ils ont tous été signés professionnels. Ils ont tous le même uniforme. On est 125, même probablement un petit peu plus. Alors, on m'avait dit, si tu es rapide, il faut qu'après cette première journée, peu importe les drills, peu importe ce que tu fais, il faut que tout le monde sache, lui, il est vite. Il est vraiment vite. Ouais. Si tu as un bon bras, il faut que tout le monde sache que tu as un bon bras. Et là, le 125 tombe à peu près à 20. Oui, c'est ça. Ou à 15, ou à 10. Parce que là, attends un petit peu, là, lui, certainement parmi les plus rapides qu'on a vus, certainement. Alors, c'est comme ça qu'on se démarque. C'est pas en améliorant ta faiblesse, parce que là, il n'y a personne, on ne te remarquera pas. Fait que c'est pour ça, dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui, ça, c'est un peu
mon espèce de phrase clé. Parce que si tu exploites tes forces en plus que tu te fais remarquer, ben c'est des forces. Ben, habituellement, tes forces, tu vas aimer faire ce que tu fais. Ben oui. Alors, c'est pour ça que c'est une phrase, moi, qui m'a... tu sais, sur le coup, là, j'ai 17 ans, tes hormones dans le tapis, mais c'était extraordinaire pour moi, cette phrase-là, puis ça m'a permis, donc, de connaître un beau succès dans cette aventure des championnats canadiens, des championnats mondiaux, pardon, de juniors, et qui m'a ouvert plusieurs portes. Des offres de collège américain, des offres de jouer au Canada, mais des offres de jouer au baseball. Alors, le plus grand... Tu sais, le championnat mondial était présenté au mois d'août. Et là, on m'incitait à prendre une décision. Et cette décision-là allait faire en sorte que là, je cessais de jouer au hockey. Oui, officiellement. Là. Puis tu sais, je sais pas, j'étais un peu naïf, mais moi, je me disais, bon, moi, je vais faire ça pas toute ma vie, là, mais tu sais, je peux faire ça le plus longtemps possible, de jouer au hockey l'été, au hockey l'hiver puis au baseball l'été. Moi, mais là, ça me frappe en pleine face de dire, OK, là, Marc, ça va super bien au baseball, mais là, il faut que tu fasses un choix à l'âge que tu es rendu. Alors là, il fallait que je fasse le deuil de plus jouer au hockey, ce qui n'a pas été facile, dans le sens que... Ouais, quand tu es un grand fan de hockey. Ben, j'étais un fan, puis tu sais, je jouais un rôle, tu sais, mon rôle, c'était de marquer des buts, là. J'étais pas le joueur défensif le plus intense, mais tu sais, j'ai jamais joué au hockey, puis là, fallait que j'arrête tout ça. Donc, ça a été un dur coup. Par contre, je reviens à mon physique qui était pas... tu sais, j'étais pas très costaud, donc je trouvais que le baseball... Fitait un peu plus. Même si je trouvais que j'étais pas gros au baseball, le fait que j'étais pas le plus costaud, puis là, le hockey, évidemment, à cette époque-là, tu t'en allais junior après ça, ça jouait un petit peu plus rough dans ces années-là. Ceci étant dit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que lorsque on commençait à avoir des offres de baseball, puis c'était clair que je m'en allais dans cette direction-là, j'ai quand même eu quelques offres. Tu sais, j'ai eu des offres d'aller participer au camp d'entraînement des Saguenay-Chicoutimi. À l'époque, il y avait le collégial 3 où des équipes disaient « Écoute, viens donc au camp d'entraînement. » Puis là, je leur expliquais que là, je m'en allais au baseball. Et même certains ont dit « Parfait, si après un an, tu n'aimes pas le baseball, on rappelle-nous, il y a peut-être des possibilités. » Donc, il y avait comme des ouvertures. Puis pour moi, c'était comme « OK, ça me satisfait, ça. » Ce qui est cool, c'est qu'en même temps, ton rêve de petit gars de jouer au hockey n'est pas totalement mort encore parce que tu as une porte de sortie, c'est le baseball. Exact. Ça te plaît plus, tu sais. Exact. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Là, par la suite, là, j'avais des décisions déchirantes à prendre parce que, déchirantes. À l'époque, j'ai trouvé déchirantes. Là, j'avais la possibilité d'aller dans des collèges américains. Et là, on m'explique que à l'époque, les joueurs canadiens de baseball étaient des joueurs autonomes. OK. On n'avait pas à passer par le repêchage amateur. Sauf si tu vas dans un collège américain. Là, tu vas être obligé de passer par le repêchage. Là, moi, je suis bien loin du baseball professionnel. Ouais. En fait, quand on m'a expliqué ça, je suis parti à rire en disant, oui, mais écoute, je suis même pas impliqué dans ça. Puis là, tout le monde dit, non, attends un petit peu. Là. Si tu fais l'équipe canadienne junior, là, on va t'observer, puis ça se peut qu'il y ait des contrats professionnels qui arrivent. Puis là, je disais, OK, je vais écouter quelles sont les possibilités. Alors là, on m'offrait d'aller à Vancouver, un nouveau programme qui partait, qui s'appelait le NBI, le National Baseball Institute, et ce qu'on voulait, c'est faire jouer la majorité des joueurs de l'équipe senior, l'équipe nationale, donc, ensemble à l'année. C'est comme une nouveauté à l'époque parce que le baseball, c'est l'été, puis ça ne s'entraîne pas l'hiver. Mais là, on voulait former ça. Alors, on m'explique que là, tu vas pouvoir jouer au Canada, donc garder ton autonomie. Je trouvais ça intéressant, mais encore une fois, je ne le faisais pas pour jouer dans le baseball professionnel. C'était un rêve, mais c'est pas ça qui me poussait à jouer. Là, je découvrais des choses, mais pour moi, là, jouer pour les expos, c'était comme inatteignable à cette époque-là. Et là, après ça, les gens du NBI m'ont dit, écoute, Marc, est-ce que tu comprends aussi qu'il y a une possibilité d'aller aux Jeux olympiques? Là, j'ai fait comme un instant. Pardon? Ils ont dit, écoute, il y a les Jeux panaméricains qui s'en viennent. Puis si ça va bien, on va participer aux Jeux olympiques. Et là, moi, ça m'a allumé. Ça t'a allumé, hein? Je retourne rapidement lorsque j'étais tout jeune, les Jeux olympiques de 1976, je n'étais pas vieux, là, j'avais 7 ans. Et je me souviendrai toujours
mes frères écoutaient la cérémonie d'ouverture. Puis moi, à 7 ans, là, écoute bien, là, tu veux jouer dehors. Mais là, bon, mes frères sont devant la télévision. Fait que là, je regarde ça avec eux. Puis là, c'est l'entrée des athlètes dans le stade olympique. Alors moi, je demande, qu'on m'explique un peu c'est quoi les Jeux. Puis on m'explique, ce sont les meilleurs athlètes au monde dans différentes disciplines. Puis bon, comme un grand frère peut expliquer un petit frère. Et là, la flamme olympique. Puis tout ça. Fait que là, moi, je suis capté par ça. Fait que j'avais dit à mes frères, un jour, moi, je vais y aller aux Jeux olympiques. Puis évidemment, tout le monde part à 7 ans. Et là, je me retrouve à suivre les Jeux olympiques. Puis je me souviens encore une fois, là, je faisais même l'annonceur maison dans la cour chez nous. Puis là, je faisais comme la course du 100 mètres. J'imitais les athlètes. C'était pas nécessairement du baseball. C'était juste des sports en général. Mais... comme j'ai dit, je suis tombé dans la marmite de sport jeune. Ouais. Puis là, fait que c'est un énoncé que j'avais dit de même, mais les Olympiques m'ont toujours fasciné. Pas oublier aussi les succès de Gaétan Boucher qui venait de Sainte-Foy, puis Sylvie Bernier qui venait aussi de la région de Québec. Fait que lorsqu'il y avait les Jeux olympiques, c'était toujours fascinant, les Pierre Harvey de ce monde. Tu sais, dans la région de Québec, on valorisait beaucoup les athlètes olympiques. Ouais. Fait que ça avait toujours gardé une flamme en moi, pour s'en faire de jeu de mots. Et là, lorsqu'on m'a annoncé qu'il y a une possibilité des Jeux olympiques, ça a été instantané. J'ai laissé faire les collèges américains, j'ai dit, je m'en vais là. Si je peux faire, peu importe ce qui arrive, si je peux faire les Jeux olympiques, là pour moi, c'était le summum de tout. Avant la Ligue professionnelle? Oui. OK. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'était un peu inatteignable, tu sais. On commençait à me dire, ouais, mais là, tu viens de jouer contre l'équipe américaine junior, c'est tous des choix de première ronde, tu t'es super bien débrouillé, tu peux te comparer à eux. OK, parfait. Mais dans ma tête, c'était comme encore un peu plus loin. Je voulais atteindre... c'est les Jeux olympiques qui m'ont motivé à aller à Vancouver à ce moment-là. Donc, j'ai commencé mon aventure d'aller à l'école dans une autre province et de commencer à jouer au baseball à temps plein. Puis ça a été à partir de là où tu es à Vancouver 12 mois par année? C'est comment ça? En fait, c'est 10 mois et demi par année ou 10 mois par année. Là, et là, j'avais 2 mois où je pouvais revenir jouer dans la Ligue junior majeure du Québec à l'époque, toujours pour les Patriotes de Sainte-Foy. Mais je jouais, oui, au baseball à l'année à ce moment-là. Mais, c'est excellent pour un jeune qui veut se développer, là. C'était une première. C'était une première, tu sais, s'il n'y avait pas de sport-études à l'époque, là, comme il y a aujourd'hui, c'était une première, c'était le fun parce que, bon, on avait on compétitionnait entre nous, on avait organisé, écoute, c'est fou, là, j'arrive au NBI au mois de septembre pour commencer l'année scolaire. Premier meeting, bon, les gars, voici le calendrier, on va jouer des matchs hors concours contre telle équipe. Puis à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, on s'en va jouer un tournoi à Taïwan. Là, je fais comme... Pardon? Fait que là, je m'en allais en Asie. Ouais, c'est fou. Fait que là, moi, je vis le rêve, là, tu comprends? ouais. Là? Fait que là, je me retrouve 2 mois plus tard en Asie. Là, tu joues des matchs contre l'équipe de la Corée, l'équipe... Écoute, tu comprends que là, je tripais. Là. Ouais. Je tripais, puis je me débrouillais bien, puis tu sais, mon physique... J'en parle parce que j'ai toujours senti que ça me nuisait là, un peu. Je me trouvais pas gros. Puis là, je voulais faire un petit peu plus de poids et haltères qui n'était pas nécessairement la mode à l'époque. J'essayais de trouver un moyen d'être un petit peu plus costaud. Mais écoute, j'ai apprécié. Écoute, je tripais. Puis là, au printemps, on fait une tournée dans le sud-ouest des États-Unis. Écoute, en fait, on est parti de Vancouver, puis on l'a arrêté en Oregon contre des collèges en Oregon. On est descendu jusqu'en Californie. C'était un super, super beau programme. Et là, l'été suivant, ce sont les Jeux panaméricains. Vous avez réussi à... Est-ce que c'était un processus de classement? Non. Pour les Jeux panaméricains, on était classé très loin. Là. Je pense qu'on était 13e, mais pour les Jeux panaméricains, là, OK. En tout cas, on était classé très haut. Je ne me souviens pas exactement le rang, mais on était classé très haut. Mais tout le monde semblait optimiste de notre équipe. Bon. Alors là, processus de camp d'entraînement, même si la plupart s'entraînent, il y a quand même des Canadiens qui sont dans des collèges américains, donc un processus de camp d'entraînement. Tout va bien. Moi, j'ai passé l'hiver avec ces gens-là, fait qu'à continuer à m'améliorer. Là, on décide de... Bon, encore une fois, on s'entraîne plus à Windsor, en Ontario, qui semble être un peu là, l'endroit qui est plus rassembleur pour tout le monde. On joue des matchs hors concours ici et là. Et là, on joue un match hors concours contre l'Université de Détroit, au Michigan. On est à
3 semaines là, des Jeux panaméricains. Je suis au premier but, j'étais le premier frappeur. Je me retrouve sur les buts. Bon, puis j'étais un potentiel voleur de but, donc je prends mon écart. Puis là, le lanceur, un jeu extrêmement banal, le lanceur décide de lancer au premier but pour pas que je prenne un écart trop exagéré. Comme j'ai fait des centaines, des milliers de fois, ben je retourne au but, mais je sais pas pourquoi, j'étais comme un pas de plus loin que je pensais. Fait que je fais un petit dernier pas, là, un petit saut là, pour atteindre le coussin. Et je tombe sur le coin du but. Et je me roule la cheville. Première fois que je me blesse. Je retourne au banc. Évidemment, là, on me sort du match parce que ma cheville enfle beaucoup. Mais je me dis, bon, un peu de glace, une coupe d'Advil, puis on repart, tu sais. Et là, ça diminuait pas. Fait que là, le soigneur de l'équipe dit, écoute, Marc, on n'aura pas le choix. Là, on va aller à l'hôpital, puis on va juste s'assurer que tout est correct. T'sais. Fait que là, on va à l'hôpital, processus, radiographie, tout le... Puis là, ben, on sort de l'hôpital, puis là, je vois qu'il y a une enveloppe. Là, il y a une enveloppe, le soigneur là. Puis je dis, bon, puis qu'est-ce qu'il y en a? Ben, on va retourner au dortoir. Là. On est dans les fameux dortoirs encore, puis on va en parler. Puis là, je trouvais ça louche qu'on m'en parle pas, mais je suis pas capable de mettre de poids sur ma jambe. OK. Donc là, n'ayant jamais été vraiment blessé, je me disais, bon, tu sais, je comprends là, que ma cheville me fait mal, mais, tu sais, elle a pas... je pense pas qu'elle a fracturé, là, tu sais, c'est pas... Alors là, on me dit, ben retourne... Là, on m'avait donné des béquilles là, pour l'occasion. Retourne dans ta chambre, puis on va les jaser ça. Fait que je trouvais ça quand même un peu spécial, mais bon. Et là, quelques minutes après, ça cogne. Et là, c'est le gérant de l'équipe. John Harr, qui était le gérant d'équipe à l'époque. Il vient voir, puis là, il s'assoit, puis là, je vois que son air est pas... tu comprends qu'il y a quelque chose? Il se passe quelque chose. Alors là, il m'explique qu'ils ont parlé au médecin, ils ont vu les radiographies, puis c'est une blessure de 4 à 6 semaines, minimum. Fait qu'il dit, Marc, fais le calcul, là. Les jeux commencent dans 3. Alors là, j'ai dit, ça veut-tu dire que je suis pas dans l'équipe? Ben, ça veut dire que tu pourras pas jouer. Fait que là, première vraie déception. Ouais. Écoute, j'ai pleuré ma vie. J'ai beau avoir 17 ans, 18 ans, pleurer ma vie. Où là, ben, fameux rêve des Jeux olympiques. Puis là, tout te passe par la tête. Le gars qui te remplace, il va être bon. Là, s'il est bon, il va faire l'équipe l'année suivante. Puis, tu sais, c'est comme tout s'écroule. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de... Tu sais, je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup la mode, la psychologie sportive, que j'adore d'ailleurs, que je trouve extraordinaire, que j'aurais souhaité avoir, je vous dirais même. Qui est primordial. Qui est primordial, mais qui n'avait rien de ça à l'époque. Ouais, alors là, c'est comme si c'est terminé. Et toi, tu es un peu laissé à toi-même là-dedans. Ah oui, c'est comme tu retournes chez vous demain, là. Amène tes béquilles, tes affaires, bonsoir, c'est terminé. Donc, je prends un vol le lendemain, décourager de la vie. Tu sais, c'est comme... Je lis un article du Sports Illustrated dans l'avion. À l'époque, il y avait des magazines qui traînaient, là, puis on cherchait tout ça, à lire ces vieux magazines-là. Puis c'est une quote de Michael Jordan qui disait « N'abandonne jamais parce que ceci pourrait devenir une habitude. » Une espèce de quote comme ça. Puis là, je me dis « Ouais, c'est pas que j'abandonne pas, c'est ce que mon corps suit pas, tu sais. » Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que j'arrive chez nous, puis je parle à mes frères, je parle à mon père. Mais je dis, écoute, on appelle-tu le... J'avais croisé dans toutes mes aventures le physiothérapeute des Nordiques, puis il m'avait dit, si t'as des problèmes, Marc, je vois que ça va bien dans le sport, appelle-moi. Hey, on l'appelle-tu? C'est l'été. Réussi à le rejoindre. Évidemment, il n'est pas disponible, mais il dit je te réfère à un confrère là, qui va prendre soin de toi. Fait que, écoute, je me ramasse le lendemain de mon retour dans le bureau du physiothérapeute, puis je dis écoute, voici la situation. Es-tu capable de me remettre sur pied plus tôt que tard? Il dit on peut faire ce qu'on peut, mais je sais pas comment ton corps va réagir, je sais pas comment ça va. Mais il dit regarde, on peut essayer. Fait qu'elle a des traitements quotidiens, tout ce que tu veux. Je connais pas les termes, là, mais bien des traitements. Puis là, ben, 2 semaines plus tard, je suis sur mes pieds. Mais j'ai pas une cheville à 100%. Là. Oh ouais, mais je suis sur mes pieds. Je m'en vais prendre un petit exercice au bâton. C'est pas parfait. Là, 2-3 jours passent. Qu'est-ce que tu dirais de jouer un match dans la Ligue junior majeure du Québec?
Ben, j'écoute, je vais aller jouer au premier but, là, parce que je peux pas courir dans le champ comme je suis capable de courir. Fait que je joue au premier but, tu sais, mais tu sais, j'ai mal, je me déplace, bon. Ben, au bâton, ça va bien. Tu sais, je suis quand même capable d'avoir un bon appui, puis j'ai réussi à avoir du succès quand même au bâton. Et sans que je sache, mon père, puis dans ce temps-là, il n'y a pas de cellulaire, là. Mon père réussit à rejoindre les coachs, me disant « Hey, Marc, il est prêt. » Ah ouais. Sans que je le sache. Fait que, il croit pas mon père. Il dit, écoutez, là, ben beau, là, vouloir. Je comprends qu'il veut jouer, là, mais. Ça n'a pas d'allure. Ben, il dit, écoutez, je vous le dis, ben, faites-moi appeler le médecin, là, parce qu'on comprend que l'amour de votre fils, puis de tout, mais, tu sais. Fait que mon père appelle le physiothérapeute, puis il dit, écoute, ça te dérange-tu? Fait que lui, il appelle, il dit, écoutez, il n'est pas à 100%, mais il n'y a pas de risque d'aggraver sa blessure, à moins qu'il repile sur un coin de but. Oh, là, ouais. mais il dit. Fait que là, il y a 2-3 appels qui se font. Là, je te dis ça, j'ai appris ça sur le tard. Fait que là, à 2 jours du début des compétitions des Jeux panaméricains qui se déroulaient à Indianapolis, aux États-Unis, Ouais. mon père, mes parents sont divorcés depuis que je suis né. Là, fait que ça pour dire que mon père vient chez nous, là, il me dit prépare tes bagages, on s'en va à Indianapolis. Fait que je dis, ben, elle est bonne. Ouais, c'est une bonne non, non, il dit prépare-toi, on s'en va. Mais ça, on s'en va. Fait que là, il m'explique tout le processus. Et il dit, la seule chose, c'est que là, arrangez-vous pour être à Indianapolis dans 2 jours. Fait que mon père dit, viens-t'en dans le char, on s'en va, on conduit. Fait que là, c'est pas à la porte, mais moi, là, je sais que je suis pas à 100% là, dans ma tête. Tu sais, je me dis, OK, mais là, je vais, tu sais... Là, j'ai su par après qu'effectivement, le gars qui me remplaçait, il y avait un peu de misère, c'était plus dur. Fait qu'eux autres, ils ont dit, OK, on va prendre le risque. Mais là, en même temps, je me dis, bon, le premier match, là, alors, je me présente, j'arrive, puis là, les Jeux panaméricains, tu sais, l'équipe est dans une espèce de village d'athlètes, tout ça. Je me retrouve dans le vestiaire et là, je vois que tous les gars sont contents de me voir, sauf 2-3. Les 2-3 autres voltigeurs. C'est un peu normal, il y a un peu de frustration là, dans l'air. Mais là, je me dis, bon, regarde. Premier match, c'est contre les Américains. Le match est présenté au réseau NBC. Oh. Grosse affaire, là. C'est la grosse affaire. Mais moi, je ne m'attends pas à jouer. Je me dis, OK, il m'amène, mesure d'urgence, etc. Fait que là, le coach sort de son bureau, puis là, il affiche la formation, tu sais. Écoute, je frappe 5e, puis je joue aux chansons. Hey, là, ma cheville commence à faire mal. Ouais. Là, je me dis, hey, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait là? Finalement, je joue un super match. J'ai 2 coups sûrs en 3, un double. J'ai fait retirer 2 gars s'ils buts. Mais on perd de façon... En plus, on perd. Là. On menait en fin de match. Notre voltigeur de droite, malheureusement, a commis une erreur. C'est un excellent joueur, mais il a commis une erreur bête, puis ça a coûté 2 points. On a perdu le match. Mais toute une prestation du Canada quand même d'entrée de jeu aux Jeux panaméricains. Et là, bon, finalement, pas mal moins mal à la cheville. Ouais. Alors là, l'aventure de blessure passe, mais tu sais, ça passe près de ne pas fonctionner. Et là, je finis les Jeux panaméricains. On se classe 5e. C'est le meilleur résultat canadien depuis longtemps. Fait que, soudainement, nos opportunités d'aller aux Jeux olympiques sont supérieures, tu sais. J'accélère un peu la chose, c'est que là, on tombe dans l'année olympique et là, il faut classer les équipes qui vont aux Jeux olympiques. Et on est inscrit à la Coupe intercontinentale à Cuba. Vous allez comprendre que... mais là, il fallait... C'est 9 pays. Hein, c'est 8 pays qui participaient aux Jeux olympiques. Et là, il fallait jouer un match... On va appeler ça un match hors concours. C'est pas un match hors concours, mais c'est un match dans le cadre de la Coupe intercontinentale, mais un match contre l'Italie. C'est un match. Le gagnant s'en va aux Olympiques, le perdant, ben tout bad. OK, my God. Un match, pas une série de 2-3. Non, c'est ça. C'est... Un match. Fait que là, il y a un instant. C'est suicide. Fait que là, on se retrouve à Cuba contre l'Italie dans un match qui décide si on va aux Jeux olympiques ou non. On était confiants. On avait Réal Cormier au Monticule. Réal qui était excellent, qui, à la limite, dominait. Et finalement, ben, on remporte ce match-là. C'est haut la main, là, 5-1, là, si ma mémoire est fidèle. Alors, cette victoire-là, écoute, était une des victoires les plus satisfaisantes parce que là, ça confirmait que le Canada allait aux Jeux olympiques de 1988 à Séoul et qu'il y avait des sacrées bonnes chances que j'y participe. Évidemment, il y a toujours le processus d'entraînement, mais là, ça fait 1 an, en fait, ça fait 2 ans que je suis dans le programme canadien avec l'année junior, puis là, la dernière année avec les Jeux Panam.
Fait que tu comprends que lorsque tu touches à ce rêve-là d'aller au jeu, là, c'était extraordinaire. C'est qu'en plus, tu fais partie de l'équipe qui s'est rendue là, donc pourquoi pas jouer là-bas? Oui, mais il faut quand même que tu te prouves. Je fais une petite parenthèse. Durant les Jeux panaméricains, on était 2 Québécois dans l'équipe et l'autre, c'était Denis Boucher. Et Denis, après les Jeux panaméricains, est courtisé par les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York, entre autres. Ouais. Et puis, tu sais, moi, le rêve professionnel, oui, mais c'était davantage les Jeux olympiques. Et là, Denis, finalement, décide de s'entendre avec les Blue Jays, décide de signer un contrat professionnel. Fait que j'avais dit, Denis, si tu fais ça, tu peux plus aller aux Jeux olympiques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de professionnels aux Jeux olympiques. Exact. Alors, il a pris le risque, il a signé, il voulait aller caresser le rêve de jouer dans le baseball. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours admiré et suivi Denis. Sauf que je perdais mon bon vieux body d'équipe canadienne. Fait que je me retrouve à me dire, bon, mais si Denis peut signer professionnel, peut-être que je peux. Je n'étais pas prêt encore, mais je voulais aller vivre cette expérience olympique, là, absolument. Puis comment ça s'est passé, les Jeux olympiques? Je veux dire, là, tu parles de rêve de petit gars de 7 ans à finalement t'être aux Jeux olympiques. Comment ça se passe là-bas? Là? C'est quoi être au village olympique et tout ça? Il faut... Je vais juste faire un petit... juste avant les Jeux, en fait, juste pour vous dire à quel point c'était extraordinaire, là, en fait, j'ai 19 ans. Et là, je reçois l'itinéraire. L'itinéraire, c'est qu'on va partir de Montréal, de Mirabel, à l'époque, ça existait. Ouais. On s'en va jouer un tournoi pour préparatoire aux Pays-Bas. On s'en va jouer le championnat du monde en Italie, qui durait 20 jours. Oui, c'est vrai, le championnat du monde juste avant. Juste avant. Après ça, on s'en va jouer des matchs préparatoires au Japon pour s'en aller en Corée pour les Jeux olympiques. Et on allait revenir par Vancouver. Donc, j'allais faire le tour du monde. Là, tu as 19 ans, là, tu regardes ça, puis tabarouette. Le sport, peu importe ce qui arrive, imagine-toi l'expérience vécue. Ouais. Tu comprends? Fait que ça. Alors, on part, puis on part, premier tournoi, ça va relativement bien. Et là, on arrive au championnat du monde, puis je joue un match sur 2, un match sur 3. Fait que je questionne pas parce que l'équipe gagne, puis ça va bien, mais j'ai pas je domine pas, mais je prends ma place. Mais tu sais, je sens qu'il se passe quelque chose, tu sais. Et en fait, là, écoute, on se raconte des affaires, là, mais c'est parce que là, je saute du coq à l'âne complètement mes histoires, là. C'est que juste avant, quand je suis revenu de la Coupe intercontinentale, on est officiellement aux Jeux olympiques. L'été, je viens passer une partie de l'été au Québec. Juste au moment où j'arrive au Québec, fin du mois de mai, là, début du mois de juin, il y a une entente avec les joueurs américains. C'est-à-dire que, parce que là, le repêchage s'en venait au mois de juin. Le repêchage du baseball est toujours au mois de juin. Ouais. La totalité, ou en tout cas, la grande majorité des joueurs américains sont des choix de première ronde. Ceux qui allaient jouer aux Olympiques, qui allaient représenter les États-Unis, allaient être des choix de première ronde en juin. Les Olympiques se tiennent en septembre. Mais tu ne peux pas être un joueur professionnel. Ouais, alors, une entente est réalisée entre le comité olympique et les joueurs de baseball, disant « Parfait, soyez repêchés, vous allez appartenir à ces équipes-là, mais vous n'avez pas le droit d'avoir vos bonnies de signature qu'après les Jeux olympiques. Ouais. Alors, vous serez officiellement encore des joueurs amateurs, repêchés. Bon. Quelqu'un m'annonce cette nouvelle-là. Il dit « Marc, tu peux techniquement signer un contrat professionnel si le désir et quand même aller aux Jeux olympiques. » OK, parfait. Fait que mon père et quelques gens autour de notre entourage disent, regarde, on va faire quelques appels. On est des joueurs autonomes au Canada. Ouais. Fait que moi, mon séjour à Vancouver, j'avais effectivement rencontré des dépisteurs, ramassé des cartes d'affaires. Ouais. Fait que mon père a décidé, là, avec quelques amis, là, quelques gens autour de la famille, vont passer quelques appels. « Hey, on a un joueur ici, non. » Parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et là, soudainement, ça fait boule de neige. C'est-à-dire que là, les Expos, les Blue Jays, à l'époque, il y avait les Phillies, les Twins, les Padres, tout le monde appelle. « Ah, pardon, on est intéressé, on peut-tu le voir, on peut-tu organiser des camps? » Tu
soudainement, tout ça prend beaucoup plus d'ampleur que moi, j'avais anticipé. Et là, au point où, à un moment donné, je reçois un appel des Blue Jays de Toronto disant « Marc, il y a un billet d'avion qui t'attend à l'aéroport de Québec. » J'étais à Québec dans ce temps-là. « Tu t'en viens prendre part à l'exercice au bâton avec les Blue Jays. » Là, Danny, je sais pas, là, mais là, j'ai 19 ans. Moi, là, je suis le baseball autant à la radio qu'à la télé, là. Ouais. Fait que moi, là, les Blue Jays, c'est Tony Fernandez, c'est Fred McGriff, c'est Lloyd Moseby, c'est Devon White, c'est George Bell. Puis moi, je vais aller prendre un exercice au bâton avec eux. Fait que là, je dis, hey, ça a pas de... mes chums sont tous jaloux, tu comprends, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'arrive à Toronto, limousine qui m'attend. Là, j'arrive dans le vestiaire et là, mon physique, là, je suis pas content. Là. Comment ça, je suis pas plus gros que ça? Parce que là, le gars d'équipement vient me voir, tu sais, qu'est-ce que tu mets? T'as-tu besoin de pantalon? Tu sais, on va t'habiller en Blue Jays. Puis là, je me dis, ouais, tabarnak, j'ai l'air d'un petit chenoute, là, tu sais. Ouais. Tout ça pour dire que, alors là, les gars, les gars sont pas arrivés, on est en fin de matinée, fait qu'on va aller s'entraîner, puis fait que là, on fait faire des roulants, des pratiques au bâton, puis là, je vois qu'il y a plein de monde en cravate qui m'évalue, mais là, je trippe quand même. Et là, je reviens, on jase, puis là, OK, parfait, tu vas retourner pour le BP régulier. Alors là, moi, je suis dans le vestiaire. On m'avait donné un casier, puis là, ben, les gars arrivent, puis à un moment donné, ça me regarde, puis les gars viennent se présenter à moi, puis là, je dis, écoute, pincez-moi quelqu'un, là, t'sais. Fait que là, je prends part à l'exercice au bâton régulier. Et comme je t'avais expliqué, moi, j'avais été un receveur transformé en voltigeur. Puis là, Jimmy Williams, qui est le gérant, il dit « Hey, je te regarde, là. Pourquoi tu iras pas prendre une coupe de roulants? J'aimerais ça devoir ramasser des roulants. » Fait que là, je dis « Ouais, mais là, moi, des roulants, tu sais, je sais comment ça marche, là, mais je n'ai pas ramassé beaucoup. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai pas de gants de joueur d'avant-champ. J'ai une grosse... Hey. Il va me chercher une petite mythe. Il dit « Va-t'en prendre des roulants. Va-t'en avec Tony. » Hey, je me ramasse à pogner les roulants avec Tony Fernandez, qui est un magicien, là, et je lance au premier but à Fred McGriff. Juste ça, c'est un checklist. Tu comprends? Écoute, j'en parle encore, j'en ai des frissons, puis je me dis, Caroline, là, j'ai 19 ans, tu sais, puis j'avais dit après ça, j'ai dit, les gars, si tout ça s'arrête maintenant, c'est correct. Je vais avoir vécu un trip incroyable. Fait que là, je suis aux anges, hein? Fait que là, je retourne au Québec. Puis, évidemment, là, les médias gobent tout ça. Les expos apprennent ça. Tu comprendras que j'ai un appel 3 jours après. Viens-t'en au stade olympique. Je me retrouve dans le vestiaire. À côté, le casier à côté de celui d'Andrés Galarraga. Viens prendre part à l'exercice. Même affaire. Buck Rogers est le gérant des expos. Puis... après l'exercice au bâton, il me demande d'aller dans son bureau, puis on jase. Écoute, j'aime ce que je vois, tu sais, c'est le fun. Mais là, il me regarde, il dit, ton père, il mesure combien? Il est gros comment, tu sais? Ah, ben j'ai dit, il est ici, mon père. Il dit, j'aimerais ça le rencontrer. Mon père, il est 6'3", 2'25", 2'30. Okay. C'était une bonne pièce d'homme, tu sais. Fait que quand mon père rentre dans le bureau, fait que là, Buck Rogers, il dit, j'aime ça! Parce que, tu sais, encore une fois, mon mot, t'as dit physique, là, que, tu sais, les gens me trouvaient très athlétique, mais, tu sais, si on pouvait me mettre un petit 20 livres, là, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est... Bon, alors là, tu comprends que là, mes amis sont vraiment jaloux, tu comprends. Les Blue Jays, les Expos. Fait que là, je retourne. Écoute, 2-3 jours après, les Blue Jays rappellent, il y a des gars qui veulent te voir, même scénario, il y a un billet qui t'attend. Je me retrouve encore à l'époque, c'est le Exhibition Stadium. Je rentre dans le vestiaire. Là, les gens me donnent quasiment des high-fives. Dans le sens qu'ils me reconnaissent. Puis, retourne pratiquer. Puis, retourne, écoute, vraiment là, des extraordinaires. Tu sais, moi, là, je trippe. Et là, ben tout ça, pendant ce temps-là, ben, l'été avance. Puis là, on a des contacts avec d'autres équipes. Mais là, les équipes sont hésitantes. Pas hésitantes, mais tu sais, venir au Canada, pour certaines équipes, c'était nouveau. Là. Fait que, il y avait des hésitations. Mais là, la tournée dont je te parlais tantôt, quand j'ai eu l'itinéraire, c'est qu'il fallait partir autour du 20 juillet. Puis après ça, c'est la fameuse tournée dont je t'ai parlé. Mais là, le temps avance, là, tout ça, là, c'est que moi, je suis arrivé à fin mai. À un moment donné, je décide OK, on fait des appels. Fait que là, à un moment donné, on se dit, OK, on se dit-tu que le 1er juillet, là, on règle ça pour que là, ça va me donner un petit peu de temps de me préparer pour aller à ma grande tournée. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, je joue pour les Patriotes de Sainte-Foy. Alors là, les offres arrivent. Là, écoute, tu vas rire, là, mais la première offre des Expos, je l'ai reçue par la poste.
Tu sais, il n'y a pas de courriel là, dans ce temps-là. Là, fait que là, j'ai reçu une lettre à l'effigie des expos, j'ouvre ça, puis là, je reçois une offre. Puis moi, je sais le montant que Denis avait signé, puis là, je reçois l'offre qui était un peu supérieure à ce que Denis avait eu. Fait que, OK, donnez-moi un stylo, là. Moi, je signe ici. C'est pas vrai, là. Je vais aller jouer avec Carter Raines Dawson. Là, tu comprends que là, en termes business, là, je suis plus là. Ouais. Moi, je suis le petit gars qui veut jouer au baseball. Ben oui, c'est clair. Puis là, on m'offre de jouer, tu sais. Et là, mon père qui dit, un instant, c'est tough ça là, on va attendre, il y a d'autres équipes, les Blue Jays, nanana, attends d'avoir toutes tes offres, tout ça. Fait que moi, j'avais de l'impatience. Donnez-moi un crayon. Et là, les Blue Jays, eux autres viennent à Québec. Écoute, Pat Gillick était venu me voir jouer au parc Henri Cazot à Québec. Pat Gillick s'était déplacé. Bill Stoneman s'était déplacé pour venir me voir jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Et là, à un moment donné, je reçois toutes ces offres-là. L'offre des Blue Jays était moins intéressante que celle des Expos. Ça m'avait déçu compte tenu de tout l'investissement qu'ils avaient fait, mais en même temps, déçu, là, dans le sens que là, j'ai des équipes qui veulent te mettre sous contrat. Là, tu comprends que c'est difficile d'être déçu. Et là, Là, mon père dit, OK, là, il faut prendre une décision. On va jaser avec les expos. Puis, il y a plein de discussions qui se passent. Le 20, probablement autour du 29 juin, fin juin, on reçoit un appel des Dodgers de Los Angeles. Un dénommé Claude Pelletier, qui se présente comme étant un bird dog. Là, ça mange quoi en hiver, un bird dog, là? En fait, il n'est pas employé des Dodgers. Il est une bonne connaissance, mais les Dodgers ont toujours dit, si tu vois quelque chose, quelque part, appelle-nous. Puis il dit, là, Marc, j'ai entendu parler de toi dans les journaux, je t'ai pas vu jouer. Il dit, j'ai vu que tu avais dit dans les journaux, c'est le 1er juillet, on peut-tu attendre, là, je peux-tu venir devoir jouer? Peux-tu extensionner d'une couple de jours? Bon, ma réaction, là, à l'époque, c'est vraiment vrai, là, j'avais dit, OK, c'est pas les Brewers de Milwaukee, pas que j'ai pas de respect pour les Brewers, mais on parle quand même de l'organisation des Dodgers. Ça valait la peine d'extensionner pour les Dodgers. Tu sais, on avait notre plan, si tu veux, on avait dit le 1er juillet, mais il n'y a pas de date dans le fond, là, tu comprends? OK. Fait que là, Claude Pelletier vient me voir jouer à Trois-Rivières, assez à gauche, puis ça va bien mes affaires. Là. Je suis dans une bonne séquence dans le junior, c'est un très bon calibre, mais là, je suis rendu un petit peu au-dessus. Fait que ça allait très, très bien. Fait que tout ça paraissait très bien. Alors là, il me dit, écoute, Marc, je vais faire venir un vrai dépisteur. C'est le dépisteur du Nord-Est américain qui s'appelle Dick Teed, qui a joué d'ailleurs pour les Royaux. Imaginez. Okay. Fait que Dick Teed s'en vient à Montréal. Il me regarde jouer 3-4 matchs. Et là, Dick Teed, il dit... Puis là, ils m'ont fait faire aussi une espèce d'entraînement là, individuel. Et là, Dick Teed dit, OK, on va faire venir un cross-checker. Fait que là, ce sont ça les étapes. Tu as des bird dogs qui sont un peu des gens là, qui, sans travailler pour l'organisation, à un moment donné, appellent le dépisteur qui lui vérifie. Puis pour vérifier, tu as habituellement 2-3 cross-checkers par organisation qui, eux, viennent confirmer ce que le dépisteur a vu. Okay. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors là, un autre monsieur s'en vient me voir jouer. Puis là, c'est le match d'étoiles entre la Ligue junior baseball majeure du Québec et Montréal junior à Longueuil. Je gagne le concours de coups de circuit. Tout va bien, là, mais ça complique les affaires. Et là, finalement, je reçois une première offre des Dodgers qui est de loin supérieure à celle des Expos. Alors, je suis emballé, mais en même temps embêté. Ouais. Moi, je veux signer pour les Expos. Mais là, il commence à avoir des montants d'argent qui sont pas mal plus importants. Ouais. Fait que là, mon père dit, garde, on va aller voir les Expos. On a maintenant une offre concrète. On va aller voir les Expos, puis ça va... Alors, les Expos, effectivement, augmentent leur offre, mais même pas proche. Et là, écoute, c'est drôle, là, je raconte ça. Là, puis, je suis joueur du mois dans la Ligue. Je suis fêté à Trois-Rivières dans le cadre d'un lunch. Et l'invité d'honneur, c'est Claude Brochu. Fait que moi et Claude Brochu, on se retrouve à la table d'honneur, un assis à côté de l'autre. Puis on est en train de négocier mon contrat. Fait que là, tu sais, je dis, Monsieur Brochu, moi, je veux jouer pour les Expos. Ouais, je comprends, Marc, mais nous autres ici, on aimerait beaucoup. Puis je pense que notre offre est bonne, mais je dis, vous comprendrez que j'ai reçu une offre pas mal supérieure. OK, mais on va travailler. Il était quand même très ouvert, mais bon, j'avais laissé ça à mon père pour négocier ça plus tard. Le hasard fait bien les choses. Et à l'époque, il y avait les Expos de Jamestown, qui est la filiale
recrues des Expos, donc qui jouaient à Jamestown dans l'État de New York, venaient jouer un match hors concours contre les meilleurs joueurs du Québec. Alors, moi, je fais partie de cette équipe-là. Alors là, ben, tu comprends que ça fait jaser parce que là, on va peut-être jouer pour la prochaine. Il va jouer contre sa prochaine organisation. Mais en même temps, ils vont me voir jouer contre des joueurs professionnels. Ouais. Dans cette équipe-là, il y avait un dénommé Marcus Grissom, Tim Laker. Il y avait une couple de gars qui ont atteint le baseball majeur qui jouaient dans les Expos de Jamestown. Et écoute, j'ai connu un super match. 3 en 4, j'avais fait un trip, j'avais fait 2-3 beaux catchs. Tu sais, j'avais joué le match que je voulais jouer, tu sais. Puis finalement, moi, je suis complètement emballé. Là. Je dis, OK, là, les Expos, c'est sûr, ils sont en train de se parler dans les bureaux, puis on va mettre la gomme. Puis les Expos avaient fait venir un paquet de dipsters pour m'évaluer, juste pour voir, tu sais, on est-tu... Et ils n'augmentent pas leur offre. Malgré tout ça, malgré mon désir, malgré le fait que je pense que je faisais ce qu'il fallait faire sur le terrain, ils disent non, on va pas plus haut ça. Fait que là, les Dodgers, eux autres, ils disaient hey, écoutez, là, on a fait une belle offre, là, qu'est-ce qui se passe là? Pendant ce temps-là? Ils savent pas là, ce qui se passe moi avec les Expos. Puis là, mon père dit écoutez, là, on est dans le crunch de quelques offres. Là, les Dodgers disent écoutez, qu'est-ce que ça va prendre? Fait que là, mon père dit ben là, il dit écoutez, on négocie. Non, il dit regarde, si on augmente ça un peu, là. Si on finalise tout ça. Fait que mon père dit, ben écoutez, là, OK, vous êtes prêts à aller jusqu'à où? Là? Fait que eux augmentent leur offre encore. Il dit, nous autres, là, on sait que Marc, c'est un gars du Québec, puis on sait que ça serait le fun qu'il joue pour les Expos, puis on me l'a dit, on comprend pas pourquoi les Expos vont pas le chercher. Là. Il est dans leur cours. Je suis un joueur autonome. Mais il dit, nous autres, on le veut pas parce qu'il parle français. On le veut parce qu'on le trouve bon. On le veut, puis... Moi, j'ai su plus tard, les Expos, les Dodgers n'avaient pas eu de choix de deuxième ronde cette année-là pour des joueurs autonomes. Alors, il y avait un montant d'argent de disponible. Fait qu'eux autres, l'argent était un moins problème que les Expos. Ouais, pour les Dodgers. Fait qu'ils ont dit, parfait. Alors, ils augmentent leur offre, puis là, ils disent, là, on augmente notre offre, mais là, c'est à prendre ou à laisser, tu sais. Fait que là, mon père m'appelle, dit, écoute, Marc, non seulement les Expos n'augmentent pas, mais les Dodgers ont augmenté leur offre. J'avais été un petit peu aussi chatouillé, je te dirais, tu sais, que les Expos, un moment donné, Claude Brochu avait dit dans les journaux, OK, là, c'est pas un coup de marketing qu'on veut faire. Non, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est un coup de marketing en même temps pour nous de signer Griffin. Puis, oui, j'aurais aimé ça. Mais en même temps, les Dodgers voulaient m'avoir comme joueur de baseball. Ouais. Puis là, je vous raconte ça, mais tu sais, quand t'es pris dedans, là, ça fait mal au cœur de dire, OK, non aux Expos. J'ai même dit à mon père à un moment donné que j'étais prêt à prendre beaucoup moins d'argent pour signer pour les Expos. Puis là, mon père dit réfléchis à ça, réfléchis à tout ça pendant 24 heures. Puis, tu sais, je veux dire, mon cœur voulait tellement y aller, mais la raison faisait en sorte que ça n'avait aucun sens d'aller avec les Expos à ce moment-là, parce que la façon dont j'avais été dépisté, évalué, et la façon dont il était prêt à être ouvert, que je joue dans le A-Fort dès la première année, tout ça faisait en sorte. Alors, j'ai signé pour les Dodgers, avec le deal que je n'allais pas recevoir d'argent avant les Jeux olympiques. Alors, tout ça s'est passé avant de partir. Dans un mois et demi, mouvementé. Alors, moi, là, je suis revenu de Vancouver au mois de mai, sachant pas que j'allais jouer professionnel ou signer un contrat professionnel. Alors, puis là, je me retrouve avec l'équipe canadienne, comme je t'ai parlé, là, à aller aux Pays-Bas, au championnat du monde d'Italie, puis là, je jouais pas tout le temps. Quand je suis arrivé avec l'équipe canadienne, tout le monde savait que j'avais signé mon contrat avec les Dodgers, que j'avais un bonnet de signature qui équivalait à un choix de deuxième ronde. C'était quand même gros au Canada. Là. C'était le plus gros, à l'époque, le plus gros bonnet donné à un joueur canadien. Mais tu sais, j'avais eu des félicitations du coaching staff, mais... Pas des boys? Oui, les boys, ils trippaient. Les boys trippaient. Mais le coaching staff, c'était comme, OK, félicitations. Une direction... Tu sais, je te dis pas le faire le party puis me serrer dans les bras, là, mais tu sais, c'était comme, hey, congratulations, c'était comme, hey, good job, tu sais. Mais j'en ai pas fait de cas, tu sais. Et là, comme je t'ai dit, je jouais un petit peu moins, je jouais de temps en temps. Bon. Et là, on arrive finalement, là, je vais rapidement, mais on arrive finalement aux Jeux olympiques à Séoul. Et c'est le premier match. Et je suis pas de la formation partante. Fait que là, je ne l'étais pas tout le temps. Je l'étais une fois sur deux.
Mais là, ton objectif, c'est de jouer aux Jeux olympiques. Ben oui. Puis là, je suis pas dans la formation partante. Fait que là, je suis dans tous mes états. Je suis sur le bord des larmes. Mais fâché, là, pas des larmes de tristesse, des larmes de... Matt Stairs, que les amateurs de baseball ont probablement bien connu. Il a joué pendant 18 ans dans le baseball majeur. Était mon coéquipier. Puis là, il me voit, là. C'est lui qui vient me voir. Il me dit, écoute, Marc, je te comprends. Là. Je dis, oui, mais t'as bien beau me comprendre, mais c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Et là, il avance et il me dit, tu sais, Marc, les Blue Jays commanditent par en arrière ou par la bande l'équipe canadienne. Ils n'ont plus d'intérêt pour toi, là. T'es à l'ailleurs. Je dis, voyons, ça se peut pas, là. Ça peut pas être la raison d'arrêter ça. Et dans l'équipe, on avait quelques joueurs que les Blue Jays commençaient à surveiller. Fait qu'il dit, lui, il dit, moi, je pense que ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Et là, je suis dans tous mes états. Je suis le seul Québécois sur l'équipe parce que, bon, comme je t'ai dit, Denis avait signé, puis honnêtement, je trouve que ça n'avait pas d'allure. On avait les gars du Québec qui auraient pu faire cette équipe-là, mais bon, on ne partira pas ce débat-là. Là. Mais je me retrouve avec le seul Québécois. Le match se termine, on joue contre l'Australie, on perd. On les avait battus en match hors concours. Écoute, c'était des matchs à sens unique. Ouais. On ne devait pas perdre ce match-là. Notre pool était composé de l'Australie, des États-Unis et de la Corée. Donc, il fallait battre l'Australie pour se donner une chance. C'était le match à gagner, on le perd. Donc, c'est épouvantable dans le vestiaire. Mais je suis le seul Québécois, là. Il y a 12 de journalistes dans le vestiaire après, 2 anglophones, 10 francophones. Puis, ils viennent me parler. Moi, j'ai pas joué. Toutes les caméras sont sur moi. Comment ça, t'as pas joué? Puis là, je suis là, ben écoutez, regardez, j'ai pas joué. Mais comment ça, t'as pas joué? Ça n'a pas de bon sens, Marc. Puis c'est quoi qui est justifié? J'ai aucune expérience médiatique, là, à part d'avoir fait une petite conférence de presse pour annoncer que j'avais signé avec les Dodgers. Ouais. Je cherche pas d'excuses, je cherche pas à être la victime, là, mais à un moment donné, j'ai cédé. Parce que les journalistes ont un travail à faire, puis ils voyaient bien que je gardais ça en dedans, puis que probablement que mes yeux disaient tout, ma frustration, puis à un moment donné, ça part. Ben, j'ai dit, écoutez, j'ai signé avec les Dodgers, les Blue Jays sont un partenaire principal, faites le calcul. C'est un peu comme ça. Écoute, là, ça a-tu mal sorti, ça, cette affaire-là, tu comprends? Alors, là, le lendemain, gros speech du coach. Une leçon de vie là, de ma part de ne pas parler, mais écoute, ça a mal sorti dans les journaux. C'est comme si j'accusais les Blue Jays. Il n'y avait rien de bon. Avec les journalistes, il n'y a rien de bon qui va sortir. Honnêtement, ça a très mal sorti. Très, très, très grande... j'ai beaucoup appris de cette situation-là. Ça a mal fini un peu mon parcours amateur. Ça a bien fini parce qu'on a battu les Américains. Ouais. On a perdu contre la Corée par 1 point d'un super match que j'ai joué. J'ai embarqué en 4e manche contre les Américains qu'on a battu. Donc ça a bien fini, mais ça m'a laissé un goût amer. Un des plus beaux moments de toute ma vie a été les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques. Ouais. Je te parlais que j'avais écouté ça avec mes frères jeunes. Quand je suis rentré moi-même dans le stade olympique, habillé en Canada, avec tous les athlètes canadiens, honnêtement, c'est encore aujourd'hui un de mes plus beaux moments de toute ma vie. Mais ça s'est un petit peu terminé plate. Et en plus, c'était l'année de Ben Johnson. Fait que, tu sais, ça a comme... tu sais, là, il fallait plus s'habiller en Canada parce que, bon, tout le monde se faisait traiter de tricheur. Donc, le rêve olympique a été extraordinaire. Peut-être pas fini comme je l'aurais souhaité. Mais j'avais quand même toute une aventure qui s'en venait pour moi, celle du baseball professionnel. Ouais. Est-ce que il y a combien de temps que s'écoule entre la fin des Jeux olympiques puis justement, là, tu t'en vas t'installer? Le club école des Dodgers, c'était... en fait, ce qui arrive, c'est que là, on tombe... Les Jeux olympiques étaient au mois de septembre. Ouais. Alors, moi, je suis disponible à partir d'octobre. Là, l'octobre, les saisons sont finies. Mais il y a la Ligue d'automne. La Ligue d'automne qui rassemble habituellement les prospects de chaque organisation. Ouais. Et les Dodgers qui, malgré leur camp d'entraînement à Vero Beach en Floride, font leur Ligue d'automne en Arizona pour être plus près de Los Angeles. Ouais. Puis bon. Alors, on m'envoie en Arizona. Il y a à peu près pas de temps. Écoute, je me présente chez nous. Je pense que j'ai passé 4 jours chez nous.
J'étais parti 2 mois, là, je t'ai parlé de Ouais. l'itinéraire. J'avais 2 jours 3, 4, 5 jours chez nous maximum. Et j'ai pris l'avion pour faire mes débuts dans le baseball professionnel. Évidemment, c'est pas des matchs réguliers là, de saison, mais c'était quand même un beau baptême d'arriver, puis de connaître les joueurs de l'organisation, puis connaître l'organisation. Ça a été vraiment... écoute, je me souviendrai toujours, là, j'arrive... puis... L'information, même s'il n'y avait pas d'Internet ou bon, tout ce qu'on vit aujourd'hui en termes de communication, là, tout le monde savait que j'avais eu de l'argent en bonnet de signature. Ouais. Tout le monde, c'est comme un choix de 2e ronde. Fait que tout le monde s'attend à ce que moi j'arrive puis que je sois le king de la place. Là, j'exagère à peine. Fait que je vois que tout le monde me regarde en disant OK, c'est lui. Puis là, encore là, mon mot t'a dit physique. Je dis si j'étais un petit peu plus gros. Je te dis, ça m'a toujours nuit un peu. Là, je me présente évidemment là, au gars de vestiaire, là, au responsable du vestiaire. Puis là, il me donne un casier, mon uniforme, tout le kit. Puis là, ben, l'aventure commence. Là, Fait que là, tu jases avec du monde. Puis là, on m'a dit OK, va chercher tes bâtons. Là, je passais de bâton d'aluminium à bâton de bois. Là. C'est tout un transfert. Ouais. Fait que je m'en vais voir le préposé de l'équipement, puis qui était un personnage. Puis là, il me dit t'es le petit nouveau, là. Hein? Puis là, voici 2 bâtons. T'as un gamer qu'on appelle, tu utilises dans les matchs, puis tu as ton bâton pour les pratiques. Viens pas me bourrer tous les jours. Autrement dit, casse pas tes bâtons. Je sais pas. J'ai jamais vraiment frappé. J'avais frappé dans le fameux match en concours, je t'ai parlé tantôt en Jamestown, puis Jamestown avait exigé qu'on frappe avec des bâtons de bois. Ça avait été pas si mal, mais il y a quand même une adaptation. Ben oui, oui. Fait que là, vu que j'arrive un petit peu en retard, c'est-à-dire que le camp était déjà commencé. En raison des Jeux olympiques, je suis arrivé un petit peu plus en retard. Les coachs ont dit, garde, va dans les cages de frappeurs, habitue-toi, première journée, puis tu sais, on va bâtir de tout ça. Et là, j'arrive dans la cage des frappeurs. Il y a juste un gars qui est là en ce moment, qui frappe dans une cage. Fait que moi, je pars la machine, m'installe. Après 2-3 swings, clac, je brise mon bâton. Il y a différents types d'élan, on n'ira pas là-dedans, mais il y a un ajustement à faire quand tu passes d'aluminium à bâton de bois. Fait que si tu triches moindrement avec le bâton de bois, il peut céder. Tu sais, parce que tu frappes la balle sur le bout du bâton. Alors, je brise mon bâton. Le gars de préposé qui m'avait dit... Ils sont pas contents. Fait que là, je prends mon bâton que normalement serait pour mes matchs, mais là, il faut que je frappe, là, tu sais. 2-3 élans, brise l'autre bâton. J'ai peut-être pris 10, 12, 15 élans, je ne sais plus combien, mais là, j'ai brisé mes 2 bâtons. Là, je dis, attends, hey, ça commence bien. Pas de première impression, tu sais. Le gars qui est dans l'autre cage, il me regarde, il part à rire, il dit, ouais. Il dit, mais regarde, prends le mien pour l'instant. Hey, là, il faut que je brise 3 bâtons, tu sais. Alors, je me concentre tellement là, à frapper la balle sur le baril que ça va. Tu sais, effectivement, je retrouve mon rythme, puis je casse pas son bâton, puis là, je vais y remettre. Hey, je dis merci beaucoup. Puis ce gars-là, c'est Mike Piazza. Ah, ouais. Puis Mike Piazza est un choix de 62e ronde. Ouais. Alors, lui est un receveur. Honnêtement, là, ils l'ont repêché comme receveur. C'est une faveur. Puis il venait au camp d'automne parce que tu as besoin de receveurs qui vont agir pour attraper les balles, évidemment, des jeunes lanceurs prospects. Alors là, il y avait une session XY qui lui permettait de venir frapper. Et qui me compte ça. Dis-moi, là, gars, je suis ici, là, puis... tu sais, tu voyais déjà que moi, je vais faire ma vie dans les ligues mineures. Puis, il est super fin. Puis on se met à jaser. Puis c'est un fan des Flyers de Philadelphie. Puis là, il y avait la possibilité de la transaction Lindros puis les Nordiques. Moi qui est amateur de hockey, on se met à jaser de hockey. Fait que, tu sais, il y a une belle connexion au départ. Là, je suis retourné voir mon préposé au bâton. Là, puis c'était pas rose, mais je n'ai pas brisé après ça. Fait que j'étais correct. Fait que ça a été mes débuts. Fait que là, je rencontrais les prochains prospects. Et lorsque je suis dans la Ligue d'automne, les Dodgers sont en série. La grosse équipe est en série. Ouais. Et ça, c'est l'année de Kurt Gibson qui a frappé le fameux circuit contre Dennis Eckersley. Oui, contre Eckersley. Les Dodgers remportent la série mondiale pendant que je suis dans le camp d'automne. Fait que là, je joue pour l'organisation qui sont les champions de la série mondiale. Honnêtement, c'était extraordinaire. Oui. Je veux dire, c'était la fête. Fait que j'ai fait mon premier baptême là. Et là, je retourne au Québec, je dirais mi-novembre, là, fin novembre, pour un premier break en plusieurs mois. Puis là, je me retrouve chez nous à penser à tout ça parce que tu as vu, là, c'est un feu roulant. Là, de l'âge de 16 ans là, à 20 ans, là, ça a été un feu roulant d'événements. La plupart très heureux, un petit peu moins pour certains, mais je veux dire, un bagage d'expérience tout à fait extraordinaire. Fait que là, c'était un repos bien mérité.
Puis là, tu as joué combien de saisons dans le club école des Dodgers? Je pense 3. Oui, bien là, où tu as eu de très bonnes saisons, presque 50 buts volés. Ce qui est arrivé, là, c'est que, donc, je retourne chez nous, puis rapidement, c'est que, bon, les Dodgers, dans les négociations de contrat, on dit, on va donner toutes les chances de faire le A-fort. Rapidement, c'est que A recrue, A moyen, A fort, de A3. Ce sont les niveaux de baseball professionnel mineur, puis là, tu as les ligues majeures. Fait que, autrement dit, je sautais 2 étapes. Mais on dit, il faut quand même que tu ailles te prouver, tu sais. Je reçois une lettre début du mois de janvier. Encore une fois, ça marchait par la lettre, par la poste. J'ouvre la lettre et j'ai dû la relire 12 fois pour la comprendre. Mais j'ai été invité au camp des ligues majeures. Alors, comment ça fonctionne? C'est que tu as le camp des ligues majeures où tu as les gars sur la liste des 40 et quelques joueurs. Donc, tu te retrouves, il y a une cinquantaine de joueurs au camp. Et tu as le camp des ligues mineures où là, tu as les 125 joueurs. Alors, moi, dans ma tête, je m'en allais au camp des ligues mineures. Mais là, je suis invité au camp des ligues majeures, comme joueur invité. Je me présente le 12 février. Fait que, au camp des ligues majeures. Mais donc, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Fait qu'effectivement, j'arrive au camp, j'arrive pour la première fois à Dodger Town, puis je suis dans le vestiaire avec Orel Hershiser, puis toute la gang qui venait de gagner la Série mondiale. Pensez-moi quelqu'un, là. Moi, là, je me suis jamais senti, dans ces premières années-là, comme je faisais partie de la gang. J'étais comme le fan qui avait gagné un concours d'aller s'asseoir dans le vestiaire. C'était un peu ça, là. Mais ce que Lasorda m'explique, Tommy Lasorda, qui est le gérant, il dit, Gabin, tu commenceras probablement pas de match préparatoire, mais j'aimerais ça que je vais faire appel à tes services, puis tu vas venir remplacer la 7-8-9. Il dit, quand les réguliers sortent, là, je vais te donner des 3 ou 4 manches, des fois, tu vas avoir un at-bat, puis c'est pas, écoute, pas de problème. Et évidemment, les expos sont en ville et les Dodgers faisant bien les affaires. Le premier match que je participe, c'est contre les expos. Et là, je me retrouve... Écoute, c'est tellement drôle, les expos, leur uniforme bleu poudre. Puis là, j'arrive pour la game, puis je dis... Non, je suis dans le bon abri, moi, là. Tu sais, moi, je veux dire, j'étais encore un expo dans l'âme comme partisan, mais là, je m'en vais dans l'abri des Dodgers, puis faire une histoire courte. La Sorda me dit en 6e manche, tu t'en vas comme coureur suppléant. Fait que là, je m'en vais au premier but. Tu sais, c'est Andrés Galarraga qui est là. Puis là, le rôle d'un coureur, c'est que, première chose, c'est que tu regardes sont où les voltigeurs. Il faut que tu regardes si les gars sont positionnés où pour savoir si la balle est frappée. Tu vois. Et là, je fige parce que c'est Tim Raines qui est dans la gauche. Puis moi, Tim Raines, je tripais dessus comme amateur. Puis là, il est dans la gauche. Fait que j'ai tellement eu une espèce de bouffée de motifs, je sais pas comment tu peux appeler ça, mais c'est comme, un instant, là, j'étais à côté, tu sais. Puis là, en plus, le coach au 3e me donne le signal du vol. Hey, je vais voler un but devant Tim Raines contre les Expos. Puis là, c'était un peu trop, ça me trouvait nono, là, mais c'était un peu trop. Fait que là, je demande un temps d'arrêt, je fais semblant que mon soulier est mal attaché. Juste pour reprendre mes esprits. OK, Marc, reprends-toi, là. Tu sais, t'as une job à faire, là, puis... Fait que là, j'étais correct. Puis là, évidemment, j'étais en course, fausse balle. On me donne le signal du vol, j'étais en course. C'est Mike Sochia, ironiquement, qui était au bâton. OK. Qui frappe un roulant au 2e but, puis finalement, ça peut être faire la manche. Donc, j'ai pas pu voler mon but, mais juste être sur le même terrain que Tim Raines. Puis je me souviens, l'annonceur maison à Holman Stadium avait dit, puis personne, qui fait ça, là, tu sais, en anglais, évidemment, le coureur suppléant. Au lieu de dire le numéro, je me souviens pas quel numéro j'avais, ben j'avais un numéro probablement là, de 84 quelques. Là. Au lieu de dire coureur suppléant, le numéro 80, Mark Griffin, c'est coureur suppléant pour les Dodgers de Montréal, Québec. Ils mettent ça dans la face des expos. Alors, tout ça pour dire que là, après ça, j'ai eu l'occasion de jouer. Tu sais, j'affrontais je jouais, là. Tu sais, j'ai fait un voyage à Clearwater contre les Phillies. Écoute, je vivais le rêve. Je vivais le rêve. Et là, juste avant le dernier jour du camp, les Dodgers, après ce match-là, quittent pour Los Angeles. Ils vont jouer leur série contre les Angels. Ils font toujours ça habituellement. On fait encore appel à mes services. Et là, je m'étais habitué. Moi, on fait appel à mes services. J'arrivais pour les matchs, mais je jouais seulement à compter la 7-8e manche. J'avais pris une mauvaise habitude de ne pas toujours mettre mes souliers à crampons. Je mettais ce qu'on appelait des turfs. Puis là, ben, j'allais me réchauffer. Puis là, à partir de la 5e, je mettais mes souliers à crampons. Puis là, je savais que j'allais embarquer. Et là, je suis assis sur le bord de l'abri.
Et comme ils font toutes les fois, ils font le fameux line-up. Puis, là, j'entends batting seventh, playing right field, Mark Griffin. Ben voyons donc. Commence le match. J'ai jamais commencé un match. C'est le dernier match. C'est pas. Je commence le match contre les Mets de New York. Mais là, le match commence. Pas le temps de mettre mes souliers à crampons, moi, là. Fait que je m'en vais dans le champ droit. Avec des turfs. Avec des turfs. Le stade est plein. David Cone qui lance pour les Mets. Puis moi, le tata, j'étais en turf. Et là, je priais, frappez-moi pas une balle, que je glisse. Puis... Mais là, tu comprends, je commence le match. C'est la formation régulière pour les deux équipes, là. Sauf moi. Mais au 79, puis moi, j'avais mon nom dans le dos dans mon numéro 80 quelque. Mais vu que c'était les Dodgers qui quittaient Vero Beach pour Los Angeles, ils avaient récupéré tous les uniformes. Fait que j'ai même pas mon nom dans le dos. Toutes les autres, moi, là, je suis comme le nobody, tu sais. Mais c'est pas grave. Hey, je savoure ce moment-là. Là, j'arrive au bâton. Puis dans toute l'excitation, écoute, Willie Randolph, Eddie Murray, c'était mes coéquipiers. Je joue pour les Dodgers. Là, j'arrive, puis Willie Randolph me dit, il dit, écoute, Marc, la face que tu as faite quand ils ont annoncé ton nom, là, je comprends. Je saute, je m'en vais à ma première présence, puis là, je m'installe, puis là, j'entends... je peux pas dire ça en nom, mais comment ça va, Tab? Ben, c'est Gary Carter qui catch pour les Mets. Oh, wow. Fait que là moi, j'étais un petit peu plus... Tu sais, j'avais joué quelques matchs, fait que j'étais un petit peu plus, avec l'affaire de Reigns, un petit peu plus équipé là, pour faire... Mais là, je fais, ouais, là, c'est vrai. Là, j'affronte David Cone, qui venait de gagner le trophée Cy Young. Ouais. Et il m'envoie une balle fronde sur le premier. Je me lance dans le beurre, que j'ai dû manquer la balle de 3 pieds, tu sais. Et là, il m'envoie une autre balle fronde que je me lance pas. Puis là, il m'envoie une rapide, il essaie de... Puis là, je frappe un solide simple au chanson. Puis là, j'ai dit, OK, là, j'appartiens. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, là j'appartiens, tu sais. Finalement, 3 coups sûrs dans ce match-là, dont 2 contre David Cone. Rapidement, 3 anecdotes là-dessus. Lorsque Carter, les réguliers, quitte après 6 manches, jouait au champ droit, le vestiaire des Mets, c'est au champ droit. Il passe le long des lignes, puis Carter, puis il dit, en anglais cette fois-là, il dit « Good luck ». Il dit « I like what I see. Good luck, kid ». Ça vaut de l'or pour moi, tu comprends? Ouais. David Cone est venu me féliciter. Il voyait bien là, que j'avais pas de nom dans le dos. J'étais jeune, mais il dit « good job ». Puis un des beaux moments, c'est qu'à Holman Stadium, à Vero Beach, c'est que les gens sont très, très près. On entend tout. Tu es un joueur, tu entends tout ce qui se passe dans les estrades. Et à l'époque, il y avait beaucoup de petits radios transistors. Les matchs étaient à la radio. Et Vince Scully est l'animateur. Quand j'ai frappé mon 3e coup sûr, qui était un simple, j'avais frappé un double à ma 2e, un simple à ma 3e, j'avais continué le premier but. Donc, t'es prêt. Puis là, j'avais entendu la voix de Vince Scully dire « What a day for the young Canadian ». Puis tu sais comment Vince Scully était. Ouais. Tu comprends? Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Donc, tout ça pour dire que là, je connais un super match. Les Dodgers remportent le match. Tout le monde pense que je commence dans le 3, moi, là. Tout le monde pense que je cogne à la porte des majeurs, mais c'était ma première année. Puis moi, je voulais juste faire le A-fort. Fait que mais c'était beau de voir la réaction de la foule après le match. Les gens venaient me voir. Puis quand est-ce qu'on te voit à Los Angeles? Puis tout ça. Puis j'ai dit, écoutez, mon objectif, c'est d'y aller le plus rapidement possible, mais je ne sauterai pas d'étape. Fait que là, j'ai commencé mon aventure de baseball professionnel avec les Dodgers de Vero Beach. Effectivement, j'avais prouvé aux Dodgers que je pouvais sauter ces 2 premières étapes-là. Fait que ça a été 3 super belles années. Participer au camp des majeurs les 3 années. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai eu des déceptions parce que ma 2e année, on m'avait promis le poste dans le 2A que j'ai pas eu parce qu'on avait préféré Braulio Castillo, qui est un joueur dominicain, mais bon, toutes sortes de raisons, c'était pas moi. Donc ça m'avait fait mal de me faire retrancher aussi. Ouais. Et puis, un bon vieux mois de décembre 1991, je reçois un appel. C'était les assises d'hiver et puis un appel des Dodgers disant qu'on m'avait échangé. Pas le genre d'appel que tu t'attends à voir. Non, moi, je voyais que ça se stagnait un peu avec les Dodgers, mais j'avais vraiment confiance. J'avais pris un peu de coffre. J'avais joué avec des joueurs comme Pedro, comme Henry Rodriguez, tous ces gars-là. Je faisais partie de la gang. Je savais que j'étais pas loin, il me manquait pas grand-chose. Et là, je reçois un appel disant que j'ai été échangé. Puis là,
Tu réagis comment, toi, à un appel de même? Tu sais, OK, qu'est-ce que c'est ça? Tu as deux façons de réagir. C'est soit que tu es en maudit que l'équipe abandonne sur toi ou, hey, il y a une équipe qui te veut. Ouais, exact. Mais moi, le jase, puis tu sais, il me remercie, puis j'ai bien représenté les Dodgers, mais là, ça après 10 minutes avant, je dis, où je m'en vais? Tu sais, il me jase, les Dodgers, nanana. Là, il dit, tu t'en vas aux Expos de Montréal. Je dis, tabarnouche. Ton rêve de petit gars, il va se réaliser. Puis non seulement ça, mais il va se réaliser parce que je suis pas mal mieux équipé maintenant pour affronter ce qui s'en vient avec les Expos que je l'étais lorsque j'avais signé. Alors là, ben, je me retrouve... puis c'est drôle, parce que je parlais que mon père avait des billets de saison, puis au Nordique. Fait que là, les médias n'arrêtent pas d'appeler. Dans ce temps-là, encore une fois, il n'y avait pas de cellulaire. Ça appelle à la maison, puis si la ligne est occupée, est occupée. Là. Ouais. Fait que finalement, on dit, ben, je dis, écoutez, là, les journalistes n'arrêtaient pas d'appeler. Je vais être au Colisée ce soir. Pourquoi qu'on ne fait pas un petit scrum là, au Colisée? Ah, bonne idée, Marc, parfait. Fait que là, je m'en vais au Colisée. Puis là, c'est les mêmes journalistes qui suivent les Nordiques qui, tu sais, bon, tu sais comment que ça marche. Fait que là, il y a un petit scrum. On jase, puis tout le monde est excité. Là. Fait que moi, je m'attends, là, c'est terminé, le match commence, je m'en vais m'asseoir à ma place, puis c'était un match contre les Browns de Boston. Bien, crois-le pas, en début de troisième période, l'animateur, l'annonceur maison, Pierre Gingras, dit « Hey, mesdames, messieurs, les Nordiques sont fiers de féliciter un des nôtres qui vient d'être échangé aux Expos, moi. » Il fait part de la transaction à la foule du Colisée. As-tu déjà vu ça, là? Ben, Christy, j'ai eu... Pas une grosse ovation, mais il y a eu une ovation. Hey, j'étais tellement gêné, là. Mais en même temps, très fier. Puis c'était un autre des beaux moments de ma vie, je vous dirais, là, d'avoir... tu sais, moi, le Colisée, ça a toujours été l'endroit où, je sais pas, j'ai toujours... puis là, ben, c'est moi qui reçois l'ovation. C'était quelque chose. Alors, mes débuts avec les Expos étaient hyper excitantes. Puis comment ça s'est passé, ton parcours avec les Expos, justement? Est-ce que t'as-tu des chances de faire les Expos tout de suite ou faut que tu passes par les filières et tout ça? Là, ce qui est le fun, c'est que les Expos avaient un plan clair. Ils disent, regarde, Marc, tu vas jouer dans le 2A cette année, tu vas commencer dans le 2A. Mais tu sais, le 2A, là, c'est... La plupart des jeunes joueurs prospects passent du 2A au majeur. Ouais. Tu te tasses de café dans le 3A, là, mais si tu veux pas traîner dans le 3A, c'est dans le 2A que ça se passe, puis après ça, tu montes. Fait que moi, là, c'était parfait. Là. J'avais un deal parfait. Puis je faisais le camp avec... Pas beaucoup les ligues majeures avec les Expos, un peu, mais beaucoup moins qu'avec les Dodgers, mais c'était surtout au niveau 3A. Puis là, ben ça allait bien. Mon premier camp, ça allait très bien. Au point où même, il y a une transaction qui implique un joueur de champ extérieur du 3A qui s'en va. C'est comme si on me faisait de la place, tu sais. Mais on m'avait dit le 2A. Fait que, tu sais, Puis là, on me demande de jouer un match contre les Braves d'Atlanta. Fait que, comme je t'ai parlé un peu plus tôt du in and out, c'est que le voltigeur fait 2 relais au 3, 2 relais au match. J'ai toujours, quand j'ai l'occasion de montrer mon bras, je l'ai toujours fait. T'sais, puis je voulais même que l'adversaire sache que si tu cours contre moi, tu risques, tu comprends? Bon. Et là, on était pas mal vers la fin du camp d'entraînement. Je fais mes 2 lancers au 3, mais là, je sens une douleur dans le coude. J'ai jamais eu mal au bras de ma vie. Jamais. Puis là, ben, le coach me voit un peu, là, tu sais, shaker mon bras un petit peu, là, comme il dit, t'es-tu correct? Je dis, ah, mais écoute, c'est comme bizarre, mais ouais, vas-y, je vais faire mes 2 autres relais au marbre. Fait que là, le premier relais au marbre est nettement moins fort. Et là, je sens que ça picote dans le bout des doigts, là, solide, là, tu sais. Fait que je dis, garde, frappe-moi une dernière, mais on les faire checker ça. Grave erreur. La dernière a fait 20 pieds. Mon relais fait 20 pieds. Puis là, j'ai senti là, une brûlure comme j'avais jamais senti avant. C'est comme si quelqu'un prend un briquet, là, puis il te chauffe ça pendant quelques secondes, là, c'est assez, là. Puis là, ça part. Fait que je dis, bon, écoute. Fait que le soigneur, il voit ça, il aime pas bien ça, là. Elle dit, on va attendre une couple de jours, voir comment tu te sens. Puis là, une couple de jours, moi, je ne sentais rien. C'est juste quand je lançais une balle que là, je le sentais. Fait une histoire courte. On fait voir Dr. Job, qui est l'expert pour les blessures au coude, qui était avec les Dodgers, mais qui est aussi disponible pour les autres équipes en Floride. Et là, il dit, j'aime pas ça. Il dit, je sens que c'est pas correct, mais il dit, je pense qu'il y a une déchirure, mais pas totale. Fait qu'il dit, moi, je te prescrirais 2 semaines de repos,
Puis après ça, on repart la machine. Alors, on fait ça. Les camps d'entraînement fini. Fait que là, j'étais le voltigeur de centre dans le 2A. Fait que je m'en vais à Harrisburg dans le 2A, mais je suis en réhabilitation. Ouais. Fait que je manque les premiers matchs, mais là, on recommence à lancer, je recommence à lancer, puis tiens, ça va bien. Puis on est patient. J'ai trouvé un petit peu trop patient. Je voulais accélérer les choses. Non. Finalement, pour un moment donné, la journée, OK, là, tu laisses aller. J'avais 6 lancers à faire. Les 5, non, c'est pas vrai, les 4 premiers étaient extraordinaires. Puis là, le 5e, j'ai senti des picotements. J'ai senti des picotements. Ouais, c'est un peu normal, vas-y. Là, le 6e, j'ai senti la même brûlure. Fait que là, je vais voir le Dr. Joe et il dit, écoute, on n'a pas le choix de t'opérer. Fait que là, j'allais avoir ta première chance. Ma première chance avec les expos. Super camp d'entraînement. Je vois qu'on fait de la place. Bon, des maudites blessures. Ça en vient tout ralentir ça. Fait que là, on m'envoie à Los Angeles faire opérer par Dr. Joe. Fait que là, j'ai dit, et là, j'ai pas subi... Enfin, je devais subir l'opération de type Tommy John. Quand le Dr. Joe a ouvert le coude, il n'était pas tout à fait déchiré. Il était déchiré à 90 % le fameux ligament. Le problème, c'est qu'il était déchiré au tendon. OK. Normalement, ça déchire en plein... C'est un petit ligament qui déchire en plein milieu. Mais moi, c'était près du tendon. Fait qu'il il m'a dit, t'es pas lanceur? J'ai abusé de mon bras. Aujourd'hui, je le sais, là, j'en ai abusé. Là. Tu passes au Québec de jouer 50 matchs, en jouer 160. J'aurais pu ralentir la cadence. Aujourd'hui, je réalise que c'est un peu de ma faute, tout ça, là, mais toujours est-il que là, il faut régler le problème. Fait que là, il dit, vu que tes 2 tendons sont corrects, on ne fera pas une transplantation. Fait que c'est la même réhabilitation, c'est le même principe. Sauf que au lieu d'avoir une transplantation, ce qu'il a fait, c'est que, on va se parler pour qu'on se comprenne, là. C'est que dans le fond, c'est qu'il a coupé le ligament, puis le 4/5e qui est encore bon, si vous voulez, ils ont fait un trou un peu dans l'os, puis ils sont venus le rattacher. Ça donne un peu. Alors, j'ai beaucoup moins de flexibilité aujourd'hui avec mon bras, mais il est bien revenu. Sauf que, dans ce temps-là, le taux de réussite d'un Tommy John, c'est plus comme aujourd'hui. Non. C'était comme, oh boy. Tu sais, puis il y avait des doutes. Quand je suis revenu au jeu, j'avais perdu, selon plusieurs, j'avais perdu ma force, qui était mon bras. Même si je trouvais qu'il était revenu. Donc, là, soudainement, j'étais plus un prospect, j'étais un suspect. Tu sais, je l'ai senti, ça. Ouais. Même si j'ai eu des très bonnes années avec les expos après, j'ai vraiment senti que... J'avais plus cet engouement-là. Vis-à-vis moi, je savais que j'étais capable de faire. J'ai toujours cru en moi. Défensivement, haut la main. Bon, coup de bâton, je sais, a toujours été un peu ce qui a fait craindre certaines personnes qui prenaient des décisions. Mais à un moment donné, là, je suis rétabli. L'année suivante, je retourne dans le 2A. Et là, on s'était entendu. Il y avait 4 voltigeurs. On était 4 voltigeurs. Puis là, on avait fait un deal. Le coach avait dit, regardez les gars, on est 4. On est-tu correct? Oui. Ma montre, ça marche pas. Fait que je viens de me rendre compte. On était 4 voltigeurs. Fait qu'il a dit, regardez les gars, ce qu'on va faire, là, on va faire une rotation à 4. Ça va vous donner chacun 400, 450 présence au bâton. Ouais. Ça va avoir une journée de repos 4 jours. Ça va être parfait pour vous. On est-tu d'accord? Là, je suis pas en train... On parle pas de Rondell White puis de Cliff Floyd. Là. C'était des bons joueurs de balle, mais on retardait personne. Les gars venaient de passer. Moi, ma chance à les expos, c'est de faire un petit peu ma place avant que ces gars-là. Puis peut-être être justement le 4e voltigeur à Montréal, tu sais, parce que je suis pas fou, là, quand j'ai vu Cliff Floyd et Rondell White, là, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial. Là. Clairement. Vlad n'était pas encore dans le portrait, tu sais. Okay. Mais, en fait, tout ça pour... Alors oui, on commence la saison, avril, mai, ça va super bien. Honnêtement, on fait une belle rotation. Je sens que ça débloque mes affaires. Je frappais pas si mal. Et là, les expos font une transaction pour aller chercher un autre voltigeur. Mais en fait, la transaction, c'était pour satisfaire un lanceur dans le 2A qui était mécontent de sa situation. Fait que ils ont accepté de l'échanger, mais il reçoit un voltigeur. David Giles, qui était mon gérant, dit, bon, ben là, Marc... ne peut plus aller avec 5 voltigeurs, fait que tu vas retourner dans le A. Je dis non, moi, je ne retourne pas dans le A. Et là, l'audace que j'ai eue, j'en ai eu là-dessus, je vais vous avouer, là, je ne sais pas si c'est bien placé ou non, mais
Ottawa venait d'être octroyé la franchise 3 des Expos. Là. Fait que c'était tout nouveau, tout beau. Ouais. J'appelle Claude Brochu directement, de Harrisburg. J'ai dit, Monsieur Brochu, il a pris mon appel. J'ai dit, Monsieur Brochu, ça serait-tu pas pire qu'un gars du Québec puisse jouer dans le 2A, qui frappe, je sais pas moi, 2,80, 300, qui vole 40, 45 buts, puis qui s'en aille jouer à Ottawa? Ah, il dit, Marc, ça serait débile. OK? Pourquoi vous me laissez pas le faire? Comment ça? Ben là, on veut me céder dans le A. Vous savez que dans le A, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Là. J'ai été deux années, j'étais un joueur étoile, j'étais sur l'équipe d'étoiles. Honnêtement, j'ai plus rien à prouver. Là. Je vais avoir 25 ans. C'est là ma chance. Ouais. Il dit, laisse-moi faire des appels. Fait que là, moi, je dis, bon, c'est plate, là. J'utilise le fait que je sois francophone, mais ça ne m'a jamais aidé. Là, j'essaie d'avoir un petit push pour... Tout ce que je demande aux expos, c'est donnez-moi 400 présences dans le 2A. Si je frappe 130 puis j'envoie 4 buts, là, on va se serrer la main puis on va se dire merci. Tout ce que je demande, c'est laissez-moi une saison 400, 450. Puis si je vous surprends, vous avez tout à gagner. Il me rappelle, j'ai parlé à Kevin Malone, ça ne marchera pas. Mais je dis, Monsieur Brochu, là, vous êtes conscient que moi, je ne me présenterai pas dans le A. Là. Fait que ça va mettre fin à ma carrière. Là. Puis finalement, c'est comme ça que j'ai mis fin à ma carrière de joueur actif. Fait que là, j'ai passé des bouts, mais dans le sens que là, j'ai quand même joué, plus de 6 ans professionnel. J'ai joué 10 ans en compétition. J'ai inclus mes années là, avec l'équipe olympique. Je ne regrette absolument rien. J'ai tout donné. Les hivers, je m'entraînais avec le club d'athlétisme de l'Université Laval. J'ai fait de l'haltérophilie. J'ai tout fait pour être le gars que... pour être le meilleur de moi-même. Ouais. Ça a juste pas marché comme joueur, comme je l'aurais souhaité. Mais ce que j'ai fait, j'en suis extrêmement fier. Là. J'ai joué dans des... dans des très hauts niveaux. Là, j'ai joué... j'ai pas joué un match des Ligues majeures, mais dans ma tête, j'en ai joué pratiquement une douzaine au camp d'entraînement parce que c'était les équipes des Ligues majeures. Donc, dans ma tête, c'est correct. Je suis très, très bien. Peu importe ce que les gens peuvent penser. Moi, je sais où je me situe là-dedans. C'est une école de la vie extraordinaire. Ça m'a vraiment permis de lancer ma prochaine carrière après ça. En fait, il nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais aller rapidement à ça. Ton après-carrière, justement, tu as pu travailler à la radio, à CKC, à TQS, à SRC, puis maintenant à RDS. Est-ce que maintenant que tu es analyste, est-ce que tu vois ta carrière d'un autre angle, d'un autre œil? Absolument. Et d'ailleurs, je te dirais, j'ai pas sauté de saison. Hein. J'ai arrêté de jouer, puis dès l'année suivante, je suis devenu commentateur ou analyste. Ça m'a pris du temps avant de plus être un joueur. Okay. Ça m'a pris au moins 4 ans. Tu sais, quand j'ai commencé tout de suite, là, Mike Lansing arrivait, puis Mark Grudzielanek arrivait, puis c'était mes buddies, ça. C'était mes gars avec qui je jouais. Fait que moi, là, quand eux autres prenaient part à l'exercice au bâton, là, moi, j'étais sur le bord de la cage, là, puis OK, c'est quand mon tour? Non, j'étais habillé en veston, cravate. J'ai eu beaucoup de misère à m'ajuster, à m'adapter à ça. T'sais, ça m'a pris là, un certain temps avant de dire, OK, là, je suis plus là. Mais ça m'a toujours aidé, par contre, à comprendre la game, à analyser la game, à savoir ce qui se passe, ce que le joueur pense, ce que le gérant pense. Ça, je pense que ça a été une de mes belles forces à titre d'analyste à ce niveau-là. Puis, quand tout ça s'est terminé comme joueur, j'ai dit, bon, quelles sont mes forces? Je suis allé à l'école du baseball. Je pense que c'est rare sont ceux qui ont eu autant d'expérience que moi dans le baseball professionnel comme joueur de position. On n'avait rien. Tu sais, Claude Raymond est extraordinaire. Ouais, Claude, c'était une grande influence pour moi, mais Claude était lanceur. Donc, moi, je trouvais que je venais ajouter quelque chose de le fun parce que là, j'ai été joueur de position. Puis tout le monde disait, tu t'exprimes bien, Max, tu t'exprimes. Fait que là, j'ai essayé de combiner ces deux forces-là à devenir un analyste. Mais là, je rentrais dans un country club. On va se le dire, là. T'sais, Jacques Doucet, Roger Brulotte, Claude Raymond, pour inclure Denis Casavant. C'était pas un club facile à percer, tu comprends?
Mais je l'ai fait à ma manière. Je l'ai fait dans mon style. J'ai pas tenté d'imiter personne. Puis, tu sais, ça fait quand même pas 25-30 ans que je fais ça. Là. Ben, c'est ça, je pense que ça a été la clé de ton succès, justement, ta couleur personnelle à toi, tu sais, contrairement à Roger qui criait des choses. Ouais, tu sais, je pense que quand tu veux une analyse de match, ça, c'était ta force parce que tu as pu jouer la game très longtemps. Je pense que ça a été ta couleur à toi. Exact. Tu fais bien. Tu sais, j'aime l'expression que tu utilises, la couleur. Tu sais, par exemple, Roger met de la couleur dans un match par ce qu'il fait, mais tu sais, bon, on m'avait demandé, moi, ça allait être quoi mon cri de coup de circuit? J'ai dit, moi, c'est pas moi. Non. Tu sais, puis alors, j'ai essayé de faire ma place en étant qui je suis, en étant un passionné. Le plus beau compliment qu'on fait aujourd'hui, c'est que, Marc, on ressent ta passion à travers l'écran. Ça, c'est pour moi, ça me fait énormément plaisir. Tu sais, j'ai beau avoir des belles connaissances, tu sais, de sentir que j'aime ça encore aujourd'hui, analyser un match, puis que les gens le ressentent à la télévision, ben, là, je fais bien ma job. Là, les moments où j'ai pas ce commentaire-là, faut que je me ressaisisse pour que ça soit encore mieux. Là, tu sais. Écoute, on a plus beaucoup de temps. On fait une petite tradition ici au podcast. Moi, je suis un amateur de top 3. Fait qu'on fait tout le temps un top 3 de c'est quoi tes meilleurs joueurs, tes plus beaux moments. Fait que tu m'as parlé de tes idoles un peu. Si tu pouvais classer ton top 3 là, de tes idoles de baseball, là, avec qui tu as grandi, ceux qui t'ont permis d'aller aussi loin. Là. Ouf, c'est pas facile d'aller à 3. C'est inévitablement, Gary Carter a une grande influence sur moi. Je pense que je peux pas l'ignorer. Peter Stastny. Okay. On n'a pas parlé de Peter, là. J'étais un amateur des Nordiques, mais j'adorais son caractère, sa fougue, sa manière de jouer. D'ailleurs, j'ai toujours porté le numéro 26. Mon livre, j'ai écrit un récit autobiographique qui s'intitule 26. Alors, Peter Stastny a une très, très, très grande influence sur moi à ce niveau-là. Probablement, tu sais, je pourrais rentrer Tim Raines dans le lot parce que Tim Raines, tu sais, ironiquement, là, j'étais receveur quand j'étais jeune en raison de Gary Carter. Je t'ai parlé que je suis devenu voltigeur de centre par la bande parce que j'avais des forces comme André Dawson. Mais dans ma carrière professionnelle, j'ai été premier frappeur toute ma carrière, comme Tim Raines. Fait que, tu sais, ces gars-là ont tellement eu une influence là, sur ce que je suis devenu comme joueur de baseball. Puis là, mon vécu m'a donné une belle richesse. Donc, il faut que je parte par ceux qui m'ont aidé à aimer ça. Tu sais. Tu viens d'en parler, tu as sorti un livre. Où on peut se le procurer? Là, je te donne la chance de plugger tout ça. Là, en fait, dans toutes les bonnes librairies, s'il n'est pas disponible, parce que les librairies ne gardent pas toujours les livres, on peut toujours le commander. J'ai un site web aussi, griffin26.com, qui a plein d'informations, mais dans les grandes librairies, le livre est là. Puis ce que je vous raconter aujourd'hui, c'est plus en détail dans le livre, évidemment. La raison pour laquelle je l'ai écrit rapidement, c'est surtout... Ma conjointe est enseignante. J'ai 3 garçons. C'est pas toujours facile de faire lire les garçons. Ouais. Ma conjointe est en mesure de me le répéter souvent. Je trouvais que mon histoire est belle. Pour un petit gars du Québec qui a grandi dans un sport américain, mais j'ai touché à mes rêves. Je suis allé aux Jeux olympiques. J'ai joué pour les Expos. J'ai été au Stade olympique. J'ai été frappeur suppléant pour Gary Carter au Stade olympique. Tu comprends? J'ai touché à des choses le fun. Puis je veux que les jeunes croient en leurs rêves. L'objectif du livre, c'est... Le livre est écrit au présent, donc c'est moi qui l'ai écrit au présent. Donc, mon livre commence jeune, fait que c'est l'écriture d'un jeune de 8, 9, 10, 12 ans, 15 ans, 18 ans. J'ai essayé de faire évoluer les niveaux d'écriture pour que les gens puissent vraiment se sentir dans ma peau, mais pour que les jeunes, surtout... Tu sais, les moins jeunes qui ont suivi les pas des expos vont apprécier mon livre parce que c'est des noms que les gens connaissent, bon... Mais je l'ai écrit surtout là, pour les jeunes. Tu sais, les 6e année, secondaire 1, 2, 3, 4, là, qui, on a un peu de misère à avoir de l'intérêt pour la lecture, mais là, il y a un petit gars là, qui a grandi à la même place que vous autres, qui a réalisé ses rêves. Puis la plus belle chose, le plus beau message moi, qu'on m'a donné, puis que honnêtement, que mes parents m'ont donné, c'est go, vas-y. Tu sais, honnêtement, là, de dire OK, moi, je veux devenir un joueur de baseball professionnel, là, combien de parents qui disent OK, c'est beau, là, mais ça va prendre un plan B, là, tu sais, va à l'école. Pas un numéro. Bon, c'est ça.
Mais j'ai pas eu personne qui m'a mis les bâtons dans les roues et me fait dire hey, qu'est-ce que tu fais là? Ça a toujours été fonce. Alors, moi, ce que je fais avec mes 3 gars, foncez les boys. Alors, je veux que, tu sais, que les jeunes. Je voulais partager ça pour que les jeunes puissent aussi, si jamais ça peut en aider un ou en motiver un à aller plus loin puis à réaliser son rêve, ben ça aurait été mission accomplie. Ben, je vous invite à aller acheter ça. Moi, je l'ai, super bon. Marc, merci beaucoup d'avoir été là. C'est super gentil. Puis on se recroise très bientôt. Ben, merci pour l'invitation.